Bon, bonsoir encore une fois. Je vous remercie d'être là encore, parce que j'imagine que certains d'entre vous ont dû suivre depuis ce matin des débats, donc pour vous est venu le temps du soin, parce que ça commence à être peut-être un petit peu lourd. Avant tout, je vous présenterai mes invités. Est-ce que vous entendez normalement ? Pourtant c'est rouge, donc... Et comme ça, vous entendez mieux ? Comme ça ? Bon. Je sais pas, alors il faut peut-être faire intervenir quelqu'un. Là, ça va ? Bon, admettons que là, ça aille. Donc, je vous présente d'abord, avant de dire quoi que ce soit, je vous présente mes invités. Donc, vous avez là à ma droite, mais il n'y a rien de politique à tout ça, Elisabeth Roudinesco. Et je vous présente son livre, Le patient, le thérapeute et l'État, qui est publié chez Fayard. S'il n'était pas là et s'il n'était pas mon ami depuis une trentaine d'années, moi je dirais que c'est la plus grande historienne de la psychanalyse. Mais comme elle est là, je ne dirai rien. Donc, comme ça, vous le comprendrez par prétérition. Jean-Philippe Pierron, qui est à ma droite aussi, pas politique non plus, qui a publié Vulnérabilité pour une philosophie du soin au PUF, aux presses universitaires de France. Et à ma gauche, et là c'est politique, Frédéric Worms, donc Le moment du soin, à quoi tenons-nous, qui est publié également au PUF. Voilà, donc vous voyez que ces livres ont quand même des choses en commun, c'est que tous les trois parlent, disons, du soin. L'intitulé de cette conférence ce soir, la dernière d'aujourd'hui, est quand même assez curieux, le temps du soin. Donc on peut commencer par jouer sur les mots, si vous voulez. Qu'est-ce que cela signifie, le temps du soin ? Est-ce que cela veut dire que le temps du soin est venu ? Et donc on est tous très malades et que maintenant il faut se soigner ? Est-ce que ça veut dire peut-être plus profondément qu'est enfin venu le temps de considérer le soin ? C'est-à-dire de prendre le soin comme objet philosophique ou comme objet psychanalytique ou sociologique ou anthropologique, peu importe. En tout cas, en faire un objet d'études sérieuses et rationnelles. Est-ce que cela veut dire le temps du soin, c'est-à-dire combien durent des soins ou une cure ? Et par conséquent, il y a un mélange dans cet intitulé qui va nous permettre de les aborder, disons, sous tous les angles. Moi, ce mot de soin, je le prends très au sérieux. C'est pour ça que, pour commencer, je voudrais l'inscrire dans une situation très large, presque ontologique, en tout cas métaphysique, mais en citant un certain nombre de référents, disons, de références qui sont simplement anthropologiques. On a beaucoup parlé, lorsqu'on a parlé ici du Caire, ou lorsqu'on a parlé même de démocratie, on a beaucoup parlé d'économie, on a beaucoup parlé d'écologie. Et on a cité donc l'origine de ces mots, qui est la même, qui est oikos. Et je crois qu'il faut prendre très au sérieux ce mot oikos. La traduction n'est pas simple. Pour un grec, un aoikos, c'était un sans logis, sans foyer. Et oikos, probablement, est le lieu où il y a le premier feu. C'est-à-dire où les hommes, une fois qu'ils ont appris à faire du feu, devaient l'allumer, puis surtout le protéger. Et l'idée que je voudrais tout de suite vous transmettre, c'est que le soin est premier chez l'homme, qu'il y a donc une dignité première du soin. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons, c'est presque cinématographique, hein, il n'y a aucune rigueur scientifique dans ce que je dis. Imaginons des hommes qui ont appris à maîtriser le feu et qui tout d'un coup trouvent un endroit où ils peuvent l'allumer et peuvent s'installer. Ils vont avoir un certain nombre d'opérations à faire. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se protègent du froid, il faut qu'ils élèvent des enfants, il faut qu'ils aillent à la chasse, il faut qu'ils puissent boire, il faut qu'ils puissent se protéger des bêtes sauvages. Si on avait le temps, et si le sujet était consacré à l'oikos, on montrerait comment dans ces oikos se dessinent peu à peu un certain nombre de zones. Par exemple, la zone du politique, parce que les hommes, eux, vont aller à la chasse, le plus fort va sans doute dominer, les femmes parfois sont obligées de rester sédentaires, parce qu'elles ne peuvent pas enceintes aller à la chasse, donc déjà se dessinent des premières divisions du travail.
Il y a aussi des sphères qu'on pourrait appeler religieuses, ou des sphères même érotiques qui, effectivement, géreraient les rapports entre les individus. Je vais juste vous donner quelques petites images pour introduire le soin, en étant, j'espère, le plus bref possible. Vous voyez que, prenons par exemple la protection vis-à-vis des bêtes sauvages, ou la protection vis-à-vis des étrangers, de ceux qui venaient de l'autre côté de la montagne, comme on dit. Il faut élever, il faut mettre des pierres les unes sur les autres, il faut se protéger du vent. Et on arrive parfois à se protéger en mettant simplement des murs de pierre. Mais il pleut, il y a des orages, il y a des tempêtes. Et probablement, on imagine qu'il y a des forces que je ne peux pas maîtriser. Et donc, je vais sans doute regarder le ciel, là où il y a le tonnerre, pour dire « mais tonnerre, arrête, tu détruis tout ». Et je vais le chanter, je vais peut-être danser pour qu'il pleuve, pour protéger l'oikos. Par conséquent, on voit qu'il y a là la naissance de la culture. On pourrait développer la naissance de la poésie, la naissance de la danse, par les gestes que nous faisons pour invoquer effectivement les dieux. Et en même temps, il y a cette idée que nous devons survivre et subsister, et donc protéger ce qui est autour de nous, ce qui est en train de pousser, que ce soit un enfant ou que ce soit une plante. Et moi, je vois la naissance de la culture dans ce geste qui consiste à protéger quelque chose. Protéger quelque chose, on peut citer un exemple. Le premier homme qui a tiré un autre homme de terre en disant « il ne sera pas dévoré par les animaux, mais je vais l'enterrer », ce sera déjà la protection des morts. Donc je dirais « ne li tangere », touchez pas à ça. Touchez pas à ça. C'est l'instance du sacré. Donc vous voyez que la protection, qu'on peut imaginer comme des mains qui protègent une flamme de bougie, ou le feu tout simplement, le soin, la cure, c'est la naissance de la culture. Par conséquent, la protection, faire en sorte que ceux qui poussent, ceux qui s'élèvent, ne soient pas menacés effectivement par des puissances étrangères ou par des événements naturels, est le premier acte de l'homme. Donc l'homme, il a d'abord été curateur. Il a gardé les choses, au sens garde mon sac pendant que je vais aux toilettes. Donc cette idée effectivement de protection me semble avoir une dignité ontologique. On ne peut pas la réduire tout simplement au fait de soigner. Donc ce soir, on espère qu'on va aller de là jusqu'au fait de soigner. Et pourquoi faut-il soigner? Et là, effectivement, je voudrais encore poser des bases qui sont des bases, j'espère, philosophiques. Et ensuite, chacun de mes invités va intervenir effectivement sur ce point. Moi, j'aime beaucoup Sartre parce qu'il m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune et quand j'étais à l'école. Donc je vais partir par une position un peu existentialiste. Frédéric va me permettre cette entorse à Bergson. Sartre disait qu'il n'y a pas de nature humaine. La seule nature humaine, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine. Mais il disait qu'il y a une humaine condition. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes tous soumis à une condition. Pour faire simple, imaginez un rectangle avec 4 coins. Dans un coin, il y a ce que les existentialistes, Heidegger aussi, appellent la déréliction. C'est-à-dire le fait que nous venons sur Terre sans avoir rien demandé. On est jeté là. On n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi notre famille, on n'a pas choisi notre prénom, on n'a pas choisi notre nom. En haut, ici, il y aurait autre chose qui est le travail. Ici, il y aurait quelque chose qui est la mort. Là, il y aurait quelque chose qui est autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun d'entre nous, en venant dans ce monde, il sait qu'il aura à donner un sens à son existence parce qu'elle n'en a pas d'emblée. Il sait qu'il aura à travailler pour gagner effectivement sa subsistance. Il sait qu'il aura affaire à autrui, avec lequel il va falloir négocier, parfois se battre, s'associer, s'allier, s'aimer, se haïr. Et il sait qu'il va mourir. Par conséquent, déjà, la vulnérabilité, elle est déjà inscrite dans ce quadrilatère. Chacun de nous naît sans assurance, sans destin, sans prémonition, sans rien, et il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il devra travailler et il sait qu'il aura des rapports. Il y a de quoi, effectivement, en sortir avec une nécessité que quelqu'un nous tienne, peut-être. J'aime beaucoup le titre du livre de Frédéric Worm, « À quoi tenons-nous » Chacun d'entre nous sait bien que nous ne tenons
que parce que nous avons été tenus par quelqu'un, et que cette idée qu'effectivement nous aurons peut-être à demander à ce qu'on nous tienne, parce que parfois on tombe, et parfois on n'arrive pas à tenir debout tout seul. Voilà le premier cadre. Deuxième cadre qui est plus individuel, lui, qui ne touche pas l'homme, mais l'individu, même si les psychanalystes n'aiment pas qu'on utilise ce terme d'individu, disons de sujet. Là aussi, j'aime bien les quadrilatères, je vous en fais un autre. Un autre carré qui aurait dans les quatre coins les situations que tous nous rencontrons, plus ou moins. Et il faut espérer que tous nous les rencontrions moins que plus, évidemment. D'abord, la perte, ici. Là, l'abandon. Là, la mutilation. Et là, l'humiliation. Je n'ai pas besoin de beaucoup expliquer. Chacun de nous, un jour ou l'autre, est confronté à la perte. Parfois, c'est même la perte d'un objet. Mais là, souvent, c'est la perte d'un être auquel on tenait et peut-être aussi qui nous avait fait tenir. Chacun d'entre nous est confronté à la peur de l'abandon, la crainte de l'abandon. Elle va me quitter, ou il va me quitter. Chacun d'entre nous est confronté, plus ou moins, à la mutilation, c'est-à-dire qu'on porte atteinte quelque part à notre corps, de façon ultra-violente parfois, mais aussi parfois de manière curative. Et enfin, l'humiliation. Chacun d'entre nous se trouve un jour ou l'autre dans une situation que Pierre Bourdieu appelait une souffrance de position. C'est-à-dire qu'on nous traite selon une modalité que nous n'estimons pas juste par rapport à ce que nous valons et que nous nous sentons donc humiliés. Humus, c'est le sol. On se sent plus bas que terre. Parfois, vous le savez, un regard suffit. Donc, vous voyez, si on met en place ces deux situations, on s'aperçoit que la nécessité du soin, la nécessité de l'aide, la nécessité de la cure, je fais exprès d'utiliser pour l'instant des termes très flous, puisque je vais laisser le soin, c'est le cas de le dire, de les préciser, nous allons les rencontrer un jour ou l'autre. La cure. J'aime bien ce mot de cure que je préfère au soin parce qu'il est à la fois technique et puis en même temps il y a prendre cure, avoir cure. Vous voyez, en italien, par exemple, la cura, c'est peut-être aussi quelqu'un qui s'occupe d'éditer un livre. A cura di, ça veut dire dirigé par. Et les Français, nous dirigeons, les Italiens, ils mettent par les soins d'eux. Alors, on peut envisager trois formes de cure, et vous allez voir que ça nous permettra de donner la parole de façon plutôt assez logique. D'abord, il y a l'idée d'une cure sur la forme, disons, sur un plan général. C'est le fait, cette dimension humaine qui nous fait être attentifs à autrui, quoi. Qui nous fait parfois prévenir un certain nombre... Des fois, c'est presque rien, c'est de dire, comme le disait Lévinas, « après vous, je vous en prie ». Si je vois que la personne a du mal à monter dans l'autobus, je l'aide. Et c'est l'expérience qui nous met devant la fragilité d'autrui. Ça peut être un enfant, ça peut être un vieillard, quelqu'un de handicapé, ou tout simplement parce que nous savons que nous sommes mortels. Donc c'est sur le plan général, c'est la cure, c'est cette attention à la vulnérabilité d'autrui. Et donc, vous voyez, si on introduit déjà le rapport au temps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas ni de début ni de fin. C'est-à-dire que constamment dans la vie, nous sommes attentifs à autrui. Évidemment, si on mettait une petite note de bas de page, on ajouterait plus ou moins. Plus la personne est proche, plus effectivement nous faisons attention, et plus elle est éloignée, moins nous faisons attention, virgule, hélas, point d'exclamation. La seconde dimension de cure, elle est plus précise. C'est la cure au sens de « on a besoin de soins ». Voilà, je suis tombé de moto, j'ai mon genou qui saigne, j'ai besoin de soins. Et donc vous voyez que cette cure-là, elle introduit la thérapie, l'intervention du SAMU, la prise de sang, l'hospitalisation. Mais donc vous voyez tous qu'elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire que cette cure-là, nous voudrions qu'elle se terminât assez vite afin que nous puissions rétablir ou nous réinsérer de nouveau dans le temps de la vie, même parfois dans le temps de la performance, si on conçoit la vie comme ça. Puis la troisième forme de cure, elle est plus complexe.
c'est qu'elle ne naît pas d'une situation de blessure ou d'une situation de handicap, mais de ce qu'on pourrait appeler un mal-être ou un malaise. J'aimerais bien qu'on m'aide parce que quoi, t'es tombé? Non. Parce que je suis pas bien dans le monde, moi. J'ai pas ma place, je me sens pas bien, je sais pas quoi faire, qui suis-je, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai aucune raison de vivre. Donc, ce sont des mal-être ou des malaises très complexes, très flous, mais qui eux aussi demandent une prise en charge parfois curative. Donc, selon ces trois nuances, ça me permettra de donner maintenant au choix la parole à mes invités. Sans doute, Frédéric va commencer par vous parler de cette attention à la vulnérabilité, et ensuite Elisabeth va nous parler de cette prise en charge du mal-être qui est plus psychologique ou plus psychanalytique, ou les maux de l'existence. Et Jean-Philippe va peut-être parler de la cure au sens d'une intervention, effectivement, qui serait, elle, plus limitée dans le temps, parce qu'elle est plus médicalisée, disons. Voilà, on va faire ce plan-là, puis chacun, bien évidemment, va développer d'abord sa pensée, puis ensuite on parlera chacun à notre tour, comme nous le voulons, chacun à leur tour, comme ils le veulent. Pardon d'avoir été un petit peu long pour introduire, mais je voulais que la base soit effectivement assez large. Frédéric, donc c'est à toi que je donne la parole. Tu peux expliquer pendant un petit quart d'heure, et puis ensuite on passera la parole à nos camarades. Merci Robert. Merci beaucoup de cette présentation et de tout de suite cette méditation sur le soin. Merci aussi de l'organisation de ce débat à tous ceux qui l'ont rendu possible. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la très grande extension que tu as donnée tout de suite à l'idée de soin. Et ceci dit, en insistant aussi dès le début et en replaçant au milieu de tes trois cures l'expérience de l'urgence vitale et du besoin immédiat du soin comme réponse à un danger qui porte sur le vivant et comme condition de la continuation de cette vie et donc finalement cette première dimension temporelle qui est à la fois celle de l'urgence immédiate, du risque même de l'interruption au fond. C'est pour ça qu'il n'y a pas de soin sans expérience temporelle, parce que le soin prend du temps, mais il n'y aurait pas de soin s'il n'y avait pas le problème du temps aussi, de continuer l'existence dans le temps. Et cette dimension donc, de l'interruption possible, de l'urgence vitale, et au fond de cette réponse que lui apporte le soin. Alors, au risque de faire un peu le plan que tu as suggéré, moi ce qui me viendrait à l'esprit pour reprendre à partir de ce que tu as introduit, c'est de dire que les autres dimensions du soin, elles sont différentes de cette urgence vitale, très profondément différentes. C'est toutes celles que tu as évoquées, mais néanmoins, elles en proviennent d'une certaine façon, d'une façon qui fait que ce soin apparemment négatif, urgent, instantané, purement transitoire, dont on veut en effet se débarrasser, qu'on veut surmonter, est en même temps l'origine de tout le reste des autres dimensions que tu as évoquées, dans ce qu'elles ont de plus profond, et en particulier aussi de l'attention à la vulnérabilité. Mais avant d'y venir à cette attention à la vulnérabilité, je voudrais dire un mot de ce dont tu es parti, c'est-à-dire l'oikos, la maison. L'habité humain. À mon avis, c'était très important de partir de là. Il y avait un côté paradoxal, puisque d'une certaine manière, le débat, c'était le temps du soin, et tu es parti de cette sorte d'espace du soin, qui est un habité humain. D'ailleurs, tout vivant a un habité. En un certain sens, vivre, c'est habiter le monde, c'est-à-dire c'est construire un lieu distinct de l'espace indifférent, de l'espace vide autour. Mais ce qui me frappe beaucoup, je ne vais pas être long, ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans ce fait d'habiter comme continuation du soin vital, on pourrait voir encore quelque chose de négatif. D'ailleurs, tu en as beaucoup parlé en termes de protection. Il s'agit au fond d'étendre la protection dans le temps. Et l'homme étant un être rationnel, c'est-à-dire qu'il peut non seulement se protéger dans l'instant donné, mais prévoir des risques futurs, d'où aussi la politique, par exemple, le souci de protection en général. Il construit un toit même quand il fait beau. Même il vaut mieux le construire quand il fait beau, pour le cas où il pleuvra. Il construit une cheminée l'été pour pouvoir s'en servir l'hiver, etc. Donc on pourrait dire on est encore dans le négatif. Or moi, ce qui me frappe, au contraire, mais tu l'as très bien souligné, mais je voudrais insister sur ce renversement, c'est que on voit bien que le soin, à travers cet exemple même, n'est jamais seulement négatif et protecteur,
qu'il est aussi positif et je dirais même créateur. Et tu as dit créateur de culture. Et en effet, le fait qu'il résulte chez l'homme dans l'habité, un habité qui ne se réduira jamais seulement aux soins en un sens négatif, mais qui en provient, montre bien que la notion de soin, l'un des problèmes centraux qu'on rencontre aujourd'hui avec la notion de soin, c'est qu'elle manifeste un retour du négatif, du risque, du danger, mais qu'en même temps, il faut y retrouver aussi la source qui est toujours, à mon avis, d'une action positive, d'une création culturelle, historique et aussi politique, précisément, qui fait que, au-delà de cette tâche négative, il y a un versant positif. Alors on pourrait dire, ce serait mieux de commencer par le positif, de construire un monde commun, une histoire commune, et de ne pas se contenter de se protéger contre des dangers. Mais trop souvent, le souci positif oublie les mots contre lesquels il faut se protéger, vont être surpris par le retour du négatif, alors que la prise en charge du danger oblige aussi à créer quelque chose de positif, parce que dans une maison, il va falloir s'organiser, il va falloir vivre ensemble, il y a d'autres dangers qui vont paraître, des dangers entre les hommes, il va falloir aussi y faire attention. Donc il y a déjà ce versant créateur au-delà du négatif. Maintenant, tu as parlé de l'attention à la vulnérabilité. Et au fond de l'existentialisme aussi, en citant Sartre. Et peut-être il faudrait dire un mot de celui dont Sartre s'inspire quand même sur ces questions, qui reste Heidegger, l'auteur de Être et temps en particulier en 1927. Or là aussi, moi je suis très frappé d'une opposition philosophique très profonde, mais qu'on retrouve dans la vie courante, et qui, chez Heidegger, vient du fait que ce que tu as appelé ces dimensions que tu as évoquées, la mort en particulier, sont chez lui l'origine du soin, mais d'une manière qui n'est pas vitale ou biologique. Pour lui, le souci de la mort n'est pas la peur vitale du danger qui va nous faire disparaître. Seul l'homme a le souci de la mort comme possibilité de sa disparition. Et chez Heidegger, le souci existentiel sur la disparition possible de tout même, la question métaphysique. Pourquoi l'être est-il possible et non pas rien? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Bon, ça reste la question de l'être sur fond de néant, de ma vie sur fond de la mort. C'est cette question existentielle qui n'est jamais purement animale, avec un certain mépris d'ailleurs pour l'animal, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ce souci existentiel est l'origine du soin concret. Nous prenons souvent le chemin inverse, c'est-à-dire pour Heidegger, nous nous affairons autour de nos petites affaires, nous sommes affairés, mais du coup nous oublions le souci de l'être qui vient aussi de l'expérience ou de la question de la mort et du néant. Donc, et Sartre reprend ça au fond, c'est la liberté qui est première et pas la vie. Eh bien moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette thèse, donc voilà ce deuxième point que je voulais dire, c'est qu'à mes yeux, la question du néant, la question de la mort, la question du mal aussi, toutes les questions proprement humaines dérivent en fait du soin vital quand même. C'est devant un nourrisson qu'il faut soigner, qui peut mourir, c'est devant des besoins concrets qu'on fait en effet attention à la vulnérabilité. Et ma petite réserve sur la notion de vulnérabilité, c'est que là aussi il y a deux manières, je vais être d'un mot, on peut penser la vulnérabilité comme une condition ontologique générale. Tout le monde est vulnérable, tous les hommes sont mortels, la vie, la nature peuvent disparaître. Et sur le fond de cette généralité, il faut prendre soin des malades, des mourants, des nourrissons, des êtres précaires. Bon. Personnellement, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que nous rencontrons non pas la vulnérabilité en général, la capacité d'être blessé, mais des blessures réelles. Et c'est depuis ces blessures réelles que nous accédons à la question de la vulnérabilité. En tout cas, ce serait mon hypothèse. Et non pas l'inverse. Et nous sommes peut-être tous mortels, peut-être que tous les hommes sont mortels, mais il y en a qui sont plus menacés par la mort ici et maintenant que d'autres. Et la question du soin, si un parent voit un enfant naître, il est peut-être un peu moins vulnérable, en tout cas à l'instant T, où le nourrisson meurt si personne ne s'en occupe, que l'adulte plus ou moins, qui n'est pas invulnérable, mais moins vulnérable. Donc, la question pour moi, c'est comment de cette expérience, en effet vitale du soin vivant, je dirais, émergent des questions qui ne se réduisent pas au biologique, qui ont une dimension existentielle, morale, politique, mais qui néanmoins en proviennent. Et les deux autres dimensions du soin que tu as évoquées, donc la dimension de soins existentiels et de soins aussi subjectifs, j'allais dire. Alors est-ce qu'il faut parler de soins? Là aussi, on peut prendre d'autres termes. La question de la précarité aussi du sujet, au fond,
pour moi, avec des ruptures qui passent par le langage, qui passent par l'expérience proprement humaine, néanmoins restent vitales. Et les expériences morales que tu as évoquées, les expériences du deuil, de l'abandon et les autres, certes ne sont pas vitales en un sens strictement corporel, quoique ça implique toujours le corps à un moment ou à un autre, mais néanmoins mettent en cause la vie. Et pour moi, la preuve, en lecteur aussi du philosophe de la médecine que fut Georges Canguilhem, la preuve, pour moi, c'est toujours, en effet, que ça peut nous rendre malades, comme on dit. On peut être malade de quelque chose qui n'est peut-être pas strictement biologique, ou qu'on peut en mourir. Et donc, tout ce qui est susceptible de maladie ou de mort est en un certain sens lié à la vie, même si ça n'est pas strictement biologique au sens de la biologie comme science. Donc, pour résumer, moi, je pense que c'est très important d'élargir le concept de soin. Aujourd'hui, on en voit revenir l'urgence, mais la difficulté, c'est de montrer que dans cet élargissement, il reste l'urgence vitale immédiate, le négatif concret, sans lequel on ne peut rien faire. Si la planète disparaît, c'est vrai qu'on ne pourra pas faire grand-chose dans l'histoire de l'humanité, de même que si nous mourons, nous ne pourrons pas non plus écrire, penser, aimer, etc. Mais néanmoins, il ne suffit pas de survivre, il faut aussi aimer, penser, et la preuve, c'est que si on n'a pas ça, on meurt aussi. Donc l'humanité a besoin de la planète, mais elle a aussi besoin d'être humaine, historique, créative, et la question, c'est de relier ces soins dans leur spécificité, à leur origine vitale complexe, qui est liée aussi à la situation du vivant humain, parlant et pensant, que nous sommes plus ou moins, parce que c'est justement précaire. Donc je pense, comme toi, que la question du soin est première, qu'elle est extensive, et qu'il faut y faire des distinctions, et qu'il y a des positions philosophiques opposées. C'est vrai que Heidegger et Sartre ont plutôt opposé le souci existentiel au soin vital. Ils ont marqué des différences, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut retrouver des liens. Ce serait ça ma position pour commencer. Pour commencer. Bon, on pourrait penser que la forme de soin qui est la forme interventionniste, celle qui intervient sur un moment donné parce qu'il y a eu blessure, j'utilisais vulnérabilité au sens de vulnus, de la blessure, pourrait être la plus simple, même au niveau de sa temporalité. Si vous lisez le livre de Jean-Philippe Pierron, vous verrez que ce n'est pas aussi simple que ça, et que cette seconde forme, effectivement, de cure a aussi une très grande complexité, donc je lui laisse tout de suite la parole pour le préciser. Oui, merci. Merci de me donner la parole à ce moment-là. Et donc merci aussi de votre écoute. Et donc voilà, je prends soin aussi de tous ceux qui ont préparé ces rencontres. Je suis finalement très, très heureux d'occuper la place en fait que tu m'as proposé de prendre entre à la fois cette réflexion globale sur le soin qui élargit la question à d'autres aspects qu'au seul lien humain, avant qu'on parle en fait de la dimension du soin dans la cure. Et donc je vais repartir moi aussi de la proposition finalement que tu as faite en commençant, à la fois pour l'honorer et en même temps aussi pour la discuter, puisqu'on est là pour aussi discuter. Ce qui me semble effectivement, et donc je prolonge en fait ce que vient de dire Frédéric Worms, ce qui me semble intéressant, c'est que effectivement, à partir de cette seconde dimension de la cure, celle qui se déploie dans ce qu'aujourd'hui on appelle le biomédical, on n'a pas affaire aux soins en général, mais finalement à une manière de le profiler, de le styliser, de le mettre en forme, et plus que cela aussi de l'instituer, puisqu'il y a des institutions du soin qu'on dit, et moi j'aime bien rappeler cela, qu'on dit ces institutions, des institutions hospitalières. Et donc, de ce point de vue, je suis toujours sensible, en tout cas j'ai toujours ce souci de rappeler que l'hospitalité de ces institutions hospitalières, elle est peut-être cette manière de chambre d'écho, cette forme d'accueil, comment dire, à cette vulnérabilité qui oblige. Mais c'est une forme d'accueil précisément profilée, structurée, voire même traduite, transcrite dans des institutions, et aussi, même si effectivement notre table ronde, ou en tout cas notre rencontre de ce soir est centrée sur la question en fait, du temps du soin, elle est aussi spatialisée, puisque pour que le temps du soin puisse avoir lieu, il faut qu'il ait lieu. Il faut qu'il y ait
un lieu. Et donc, il faut l'investir. En tout cas, il s'agit de trouver sa transcription spatiale. Finalement, il n'y a pas de transmission possible, au fond, de l'expérience du soin sans sa transcription, spatiale. Donc, dire cela, c'est dire que, commencer comme cela, c'est donc insister sur le fait que, effectivement, avec ce qu'on appelle, le faire des soins, finalement, au sens expert, au sens de la technicité qu'on trouve dans le champ, en fait, de cette médecine, de notre médecine, dont nous disons, de l'une de nos médecines. Pour élargir avant ce que dira Elisabeth Rougonesco tout à l'heure, c'est cette idée qu'effectivement, pour que ce soin puisse avoir lieu, il doit, se déployer, dans les savoirs, dans les savoir-faire particuliers, donc qu'on appelle le biomédical. Dire cela, c'est donc dire que effectivement le soin pour être une exigence éthique fondamentale, voire même peut-être un appel ontologique pour lui donner l'ampleur que tu lui as donnée, nous est livré par ou dans des médiations donc qui sont ici des institutions. Et donc, puisque nous sommes concentrés sur cette question du temps du soin, je voudrais ici faire apparaître une première tension, si ce n'est une contradiction. Cette première tension, c'est celle qui consisterait à dire que d'un côté, le temps du soin peut être pensé comme une forme d'exigence, de souci de la figure du vulnérable qui ne connaît pas, les cadences, qui ne connaît pas le jour ni l'heure, si je puis dire, de certaine façon. Et puis le fait que pour pouvoir y répondre dans notre modèle thérapeutique, pour pouvoir y répondre, nous la traduisons de cette façon, cette exigence, dans des temporalités, elles, qui sont comptables, si je puis dire, qui sont des temporalités qui séquencent, qui, pour être structurantes, néanmoins, sont obligées en fait de séparer, de séquencer, d'analyser. Bref, conflit entre deux manières de penser le temps, si je puis dire. Entre, d'un côté, un temps qui lie, qui unit celui en fait qui fait que effectivement être malade, c'est être précisément, autrement dit, qui fait que la maladie, pour celui qui l'éprouve, c'est une expérience, qui fait que le fait, précisément, de la maladie n'est pas qu'un fait, mais bien un événement, voire une histoire. Il se trouve que si, effectivement, une histoire se déploie, néanmoins, cette histoire se déploie dans un cadre spatio-temporel qui, pour pouvoir être efficace, d'une certaine façon, brise, en tout cas, discute, parfois déchiquette, cette continuité pour pouvoir, si je puis dire, traiter. Et donc cette tension, elle est délicate parce que finalement la condition de possibilité de cette activité thérapeutique, c'est la mise entre parenthèses, si je puis dire, du point de vue, en tout cas au moins du modèle, de cette temporalité qui se déploie, qui se continue, afin, je le redis, donc d'être efficace, mais ce faisant, au risque de n'être effectivement qu'une technique. Donc on pourrait dire donc cette tension, on pourrait la formuler encore autrement, en disant que effectivement, pour que le temps du soin, le temps accordé à l'homme vulnérable puisse avoir lieu, il faut un autre type de temps qui lui le régule. Ça pose, bref, pour qu'il y ait un temps du soin, il faut, des soins qui doivent être coordonnés. Ça amène ceci donc sur un aspect qui est important parce que on a dans ton exposé, tu as, d'introduction, beaucoup insisté sur les aspects, personnels, existentiels, individués ou subjectivés. Mais effectivement, par la médiation en fait, de nos institutions soignantes, ces institutions hospitalières dont je parlais tout à l'heure, on n'est pas uniquement, en fait, uniquement dans des relations qui sont interpersonnelles. Bien sûr, il s'agit de relations interpersonnelles médiatisées par des institutions, bref, par le tiers de l'institution, avec le risque de la perte du vis-à-vis, qui est à la fois une chance parce que c'est la continuité possible d'un service, du point de vue de son fonctionnement, mais qui est en même temps une inquiétude potentielle parce que ça peut être la perte du vis-à-vis
en tant qu'effectivement sujet en face d'un autre sujet. Donc ça, c'est la première tension que je voudrais noter. Donc qui veut dire que ce temps du soin, ça pose une question pour ceux qui sont, blessés dans leur histoire en raison de la maladie, qu'il s'agit ici à laquelle il s'agit d'apporter une réponse, mais qui pose aussi une question pour ceux qui ont souci de ces hommes et de ces femmes blessés. C'est-à-dire que la question du temps du soin, c'est aussi une question pour les soignants. C'est aussi une question pour eux, c'est-à-dire qu'elle interroge les dispositifs dans lesquels finalement leur propre geste est inscrit. Elle interroge comment, au fond, le souci de l'homme vulnérable, qui est peut-être l'éthique qui fonde le geste soignant, et bien comment ce souci, pour pouvoir exister, est médiatisé par une forme de technicité, une forme d'expertise, et parfois aussi parce qu'il y a une économie de nos institutions de soins, parce qu'il y a une politique de nos institutions, eh bien, ce souci, il est médiatisé, il est configuré par un temps qui est compté. Si on voulait, avant de bientôt laisser la parole, je dis que peut-être que ce qui est en discussion de ce point de vue des institutions ici, c'est le fait que nos institutions biomédicales aujourd'hui sont attentives à des approches comptables, pour des raisons en fait qu'on pourrait comprendre d'une certaine façon, puisqu'il s'agit de ne pas perdre de vue qu'il y a une économie de la santé, mais la question, c'est comment articuler finalement ces approches comptables avec des approches narratives. Si je le dirais comme ça, de cette façon, le temps est compté avec un P, mais il faut aussi qu'il soit compté sans P, c'est-à-dire en fait comment remettons du récit dans des institutions et dans des dispositifs qui, eux, en fait, parfois, je le disais, disloquent. Et donc, pour terminer, je ne sais pas combien de temps exactement, ça va ? On a le temps, donc très bien, c'est le cas de le dire. Sur le petit point en fait de discussion par rapport à la présentation en fait que tu as faite, elle est sur cette idée effectivement que l'activité soignante dans les institutions biomédicales, dont je présente les choses de manière beaucoup trop sommaire dans le temps qui est imparti, mais on pourra en discuter. Tu disais, elles sont limitées dans le temps, et on aimerait effectivement que ça soit passé. Ça passe très vite, on s'en sort. Ça interroge aussi effectivement comment on traverse le temps, puisqu'au fond, les institutions hospitalières, à leur manière, déploient une modalité du temps traversé pour ceux qui le vivent, aussi bien, je le disais, soignants et soignés. Et donc, c'est dire, mais en disant cela, c'est dire par conséquent que le temps, par exemple, de l'hospitalisation, comme on le dit aujourd'hui, pour utiliser ce terme, ce temps d'hospitalisation, c'est malgré tout un temps dans une histoire. Pour ne pas parler, en fait, de ces maladies qui font des histoires, et qu'on appelle des maladies chroniques. Et dire que c'est un temps dans une histoire, c'est dire qu'il peut y avoir une illusion, en tout cas, il peut y avoir une facilité de croire que le temps de l'hospitalisation serait un hors-temps. Et en même temps un hors-lieu, de cette façon. Bref, une césure, une brisure dans une... Alors, même si, bien évidemment, il y a des violences, il y a des chocs, on pourrait reprendre, en fait, ces 4 points que tu développais sur l'humiliation, il faudrait les décrire les uns après les autres, et ça mettrait de la nuance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si effectivement l'expérience de la maladie est une expérience, si elle est une épreuve de soi, qui, d'une certaine façon, nous libère de ce qu'on pourrait appeler une naïveté biologique. Elle plombe une histoire, au sens fort. Si c'est effectivement le cas, c'est dire alors que, effectivement, traverser le temps de la maladie, c'est aussi être traversé par elle. Et donc, de ce fait, si il y a rétablissement, comme on dit parfois dans la langue française, s'il y a rétablissement, le rétablissement n'est jamais une restitution à l'égard d'un point de départ.
c'est bien la continuité. Bref, ce que je voudrais dire, et je m'arrêterai là-dessus, c'est quand Guilhem avait cette formule, aucune guérison, disait-il, n'est un retour à l'innocence biologique. Eh bien, effectivement, s'il n'y a pas de retour à l'innocence biologique, si le rétablissement est souvent en fait la continuation, et la métamorphose en fait d'une histoire, alors de fait, ce que nous présentons comme une parenthèse, eh bien, il ne faut à mes yeux, ne pas perdre de vue que c'est peut-être une facilité que de le présenter ainsi, parce qu'il s'agit plutôt finalement de métamorphose de soi. Et je finirai peut-être là-dessus, au fond, cette idée que ces métamorphoses, elles sont, pour ceux qui vivent le pâtir de la maladie, elles sont une épreuve en fait du temps, donc un pâtir, effectivement, parce que c'est la question de l'involontaire, mais qui interroge comment ce pâtir, on peut encore y reprendre l'initiative. Et une manière de traverser le temps, c'est ici patienter. Ce qu'on pourrait donc situer ici autour de ce qu'on pourrait appeler des exercices de la patience, qui sont eux aussi, dans l'expérience en fait de la maladie, une autre façon de penser et de décliner le temps du soin. Voilà. Il y a beaucoup de points sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure, notamment cette histoire du temps de l'hôpital. J'espère que tout le monde entend dans l'hôpital hospitalité, mais hospitalité est très proche de hostis, l'hostilité. Et donc il faudra voir comment l'hospitalité, je fais référence à Derrida, un certain nombre de pages qu'il a écrites à ce sujet, et aussi sur cette opposition agent-patient. Le temps, donc, le patient, il faudra qu'on s'interroge. Et puis aussi sur ce qu'est le temps de l'hôpital. Est-ce que c'est une parenthèse? Vu aussi certaines modifications de la médecine où certaines personnes ne veulent pas revenir dans le temps. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a un rêve de ne plus jamais avoir affaire au temps. C'est-à-dire quand on voit certaines cures qui reviennent sans arrêt dans cette espèce de folie de la quête d'une sorte d'éternité de la peau, des organes, etc., qui risque de poser un certain nombre de problèmes. Mais la cure, sans doute celle qui est le plus difficile à cerner, c'est celle qui vient d'une demande mal formulée, parfois d'une demande qui traduit en tout cas pour ce qu'on appelait tout à l'heure un mal-être. Et là, sans doute, le terme de soin devient cure, si on se réfère à la cure psychanalytique. Et j'ai envie de demander tout de suite à Elisabeth ce qu'elle entend, pour ce qu'elle pense à propos de cet accueil, d'autant que dans le livre « Le patient, le thérapeute et l'État », il y a aussi une dénonciation des mauvais accueils, si je puis dire, des mauvais hôtes, ceux que dès le premier chapitre tu appelles les charlatans. Donc dans quelle mesure la cure peut être accueillie, selon quelle modalité, par quelle voie, par quelle temporalité, et qu'est-ce qui nous garantit qu'elle n'est pas reprise comme une sorte de marchandise par ceux qui ensuite la revendent et qu'on appelle précisément les charlatans? Alors évidemment, voilà, appui. Évidemment, je vais un peu déborder la question de la psychanalyse. Et tu as eu raison de rappeler que j'avais commencé ce livre sur la notion de charlatan. C'est que la psychanalyse, c'est évidemment peut avoir affaire à des malades, quand elle a affaire à la psychiatrie, à ce qu'on appelle la maladie mentale. Elle peut avoir affaire à des gens qui vont très bien, ce qui n'est pas le cas quand même de la médecine, encore que maintenant, avec la prévention et la médecine scientifique, on a des médecins quand on va très bien, puisqu'on s'occupe de prévoir. Mais je dirais que la caractéristique des cures psychiques, on va appeler plus large d'ailleurs que la psychanalyse, c'est qu'on a affaire à un mal existentiel qui n'est pas du tout du même ordre que en médecine. Pas du tout du même ordre parce que précisément, c'est pas évaluable. Il n'y a pas de diagnostic, cure et guérison ou autre chose. Il y a une extension du temps. Et c'est pas un hasard si en psychanalyse on a toujours réfléchi sur le temps. Ça peut aller. Les cures de Freud pouvaient durer 3 semaines ou 6 mois, et aujourd'hui il y a des cures analytiques qui durent des années, des années, des années. Bon, ce qu'on appelle la chronicité, mais c'est sérieux, la chronicité. Alors la grande différence évidemment, c'est que la psychanalyse elle est prise entre deux choses. D'un côté, elle a une rationalité qui la rapproche de la science.
Mais la médecine étant devenue de plus en plus scientifique, la psychanalyse s'en éloigne, parce que ce n'est pas les mêmes modalités de scientificité. C'est pour ça qu'elle a beaucoup plus à voir avec ce qu'on appelle les sciences humaines, une rationalité. On peut expliquer, il y a une nosographie, il y a une description des types de maladies au sens psychique. Et en cela, évidemment, elle a toujours eu à se défendre, mais depuis le début, contre ce qu'on appelle les charlatans. Et de même que quand on a créé la médecine scientifique sous la Révolution, on s'est débarrassé des charlatans. On a commencé par définir, on écarte toujours le charlatan. Alors après, je vais dire ce que c'est. C'est ce dehors, ce réel, cette chose qui vient toujours envahir. Mais alors, évidemment, la psychanalyse est beaucoup plus sujet, puisque on n'a pas de modalité précise pour définir de quoi on guérit, de quoi on traite, de qu'est-ce qu'on soigne exactement. On a beau avoir des catégories nosographiques, étant donné qu'elles sont floues et qu'il faut qu'elles soient floues, quelqu'un n'est pas forcément que obsessionnel, que hystérique, que ceci, que cela, il peut être les tout à la fois. Et évidemment, les modalités de guérison, il y a aussi, et c'est pour ça que j'avais mis entre charlatan et évaluation, en montrant que ni l'évaluation classique qu'on utilise en médecine et qui d'ailleurs maintenant commence à être critiquée, mais ni l'évaluation quand même réelle qu'on peut faire en médecine ne convient. Alors, ni évidemment ce qu'on appelle les charlatans, c'est-à-dire les guérisons magiques, mais qui relèvent des effets placebo, parce qu'il faut faire très attention, évidemment. Dans tous les domaines où on a affaire aux cures psychiques, il y a des réussites absolument spectaculaires qui sont liées à, je pense aux exorcismes, ça existe, on lève des exorcismes, les prêtres en parlent très bien. Et donc, on a affaire à quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une organicité, rarement de l'ordre d'une organicité. Alors, d'où le débat toujours entre organicité. Du côté de la science, on tend toujours à vouloir trouver une organicité à toutes les maladies mentales et psychiques, d'où une agression permanente contre la psychanalyse et contre d'ailleurs les psychothérapies. Et puis de l'autre côté, elle doit absolument se défendre contre, évidemment, tous les charlatans. Je vous rappelle quand même les centaines de médecines dites parallèles, guérison par ceci, par cela, par la viande crue, par le fromage, par l'imposition des mains. Et ça, c'est un domaine, on ne peut même pas en discuter. Je ne vais même pas parler de l'homéopathie ici, qui doit être classée d'ailleurs dans les effets placebo. J'ai fait un classement d'ailleurs pour essayer de montrer depuis l'Antiquité ce qui relevait de la médecine rationnelle qui est devenue scientifique, ce qui relevait des cures psychiques, ce qui relevait maintenant des médecines parallèles, et puis des psychothérapies. Environ 500 méthodes de psychothérapie dans le monde. Je parle là pas seulement psychique, mais des méthodes corporelles qui existent. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, et c'est pour ça que la notion de soin est intéressante, j'en parlais tout à l'heure avec Robert, et puis je l'ai dit, moi j'ai toujours lié la notion de soin en politique à la social-démocratie. Pourquoi ? Parce que on arrange, on soigne la société, on tente de redistribuer, on évite la révolution. Et en même temps, on évite l'exploitation la pire. Alors, à notre époque, on en a vraiment un très grand exemple, entre l'agression systématique de l'exploitation la pire, et puis de l'autre côté, la révolution, qui serait censée mettre fin à tous les maux, à toutes les maladies. Je vous rappelle d'ailleurs à ce point, je fais une insiste, que quand les révolutionnaires ont créé l'asile, grand moment, Bertrand Barrère qui crée l'asile, on arrache les fous à la possession divine pour dire c'est une maladie, on va les soigner. Et le premier discours qu'il fait, c'est pour la fin de l'asile. Nous rêvons du moment où on n'aura même plus besoin de ce qu'on est en train de créer. On est en 93. Et donc, 1793. Et donc, ça, c'est une phrase fascinante, puisque, certes, par exemple, on a mis fin à l'asile, au sens de l'asile de l'enfermement, où le fou était traité vraiment dans une hospitalisation permanente, quitte d'ailleurs à y vivre et y mourir toute sa vie. Et aujourd'hui, on a remplacé, comme vous savez, par la fameuse camisole chimique. Mais si on regarde bien, alors autre problème par rapport à ce qu'est le médical, c'est que dans les domaines des cures psychiques, on n'a pas de progrès.
je sais que je vais faire hurler, mais il n'y a pas de progrès au sens de la science. C'est-à-dire, on ne peut absolument pas dire aujourd'hui qu'on guérit mieux telle et telle chose, telle ou telle névrose, telle ou telle maladie qu'il y a 100 ans. Hein. Alors qu'en médecine, on guérit beaucoup mieux aujourd'hui les maladies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que ça vaut rien, ça veut dire qu'on réaménage l'existence d'un sujet. Et quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu la psychiatrie, parce que alors, la psychanalyse, hein, en tant que cure classique, c'est un patient et un thérapeute. Ça, c'est le modèle face à face ou divan-fauteuil en privé. Et puis ensuite, il y a tout ce qui se pratique dans les institutions, qui ne sont pas du tout ce modèle du pur transfert entre un sujet et un médecin ou un thérapeute. Ça s'est étendu, évidemment, en institution. Ce n'est pas du tout la même pratique, parce que là, un psychanalyste n'intervient pas comme psychanalyste, mais comme écouteur des souffrances psychiques du patient, par exemple hospitalisé pour une maladie organique, ou les angoisses du médecin qui lui-même a des angoisses face à la mort possible. Il y a une très grande différence aussi, je pense, c'est que quand on est médecin, on sera un jour malade. On aura un jour une maladie organique. Donc on est dans la même situation potentielle que le patient. Quand on a affaire au problème psychique, un psychanalyste qui a affaire, par exemple, ou un psychiatre qui a affaire à des malades mentaux, il ne deviendra pas fou lui-même. Peut-être qu'il l'est déjà d'ailleurs, mais il n'a pas la même relation parce qu'il voit quelqu'un qui peut lui être totalement étranger. Et d'ailleurs, je pense que probablement les meilleurs psychiatres sont ceux qui ont le plus de rationalité quand même, hein, c'est-à-dire moins pas d'empathie, mais qui ne peuvent pas se dire un jour je vais être comme celui que je vois là, hein, par exemple. Et c'est pour ça qu'il y a probablement moins d'angoisse, hein, puisque la question de la mort n'est pas en jeu de la même façon. Parce que en analyse, comme en psychiatrie, on a affaire à la mort sous la forme des tentatives de suicide, du suicide, mais ne devient pas suicidaire qui veut, et que donc, du côté du thérapeute, on ne se dit pas « ça peut m'arriver ». Non, absolument pas. Sauf s'il l'est de la même façon. Enfin, vous voyez ce que je veux expliquer. Et donc, c'est un tout autre dispositif. Et c'est un dispositif, je pense, d'une très grande fragilité. Et c'est pour ça que la psychanalyse, sous sa forme classique, hein, elle a commencé au fond à la Belle Époque, avec des bourgeois qui avaient les moyens, les bourgeois qu'on trouve dans les romans de Proust ou de Thomas Mann, c'est-à-dire, je pense à La Montagne magique, des gens qui avaient le temps de se soigner, le temps de se regarder eux-mêmes, de regarder leur mélancolie. C'est quand même une époque qui se situe entre 1895 et 1913, c'est la fameuse Belle Époque, et puis après, le monde va basculer, hein, dans tout à fait autre chose. Et ça a commencé à ce moment très particulier où cette bourgeoisie décadente, encore marquée par la noblesse, mais qui avait cette agonie, hein, avait le souci, le temps, prenait le temps de se traiter. Et c'est là-dessus que ça a commencé. Et donc là, le temps de la cure, et on le voit dans toutes les premières cures psychanalytiques, ce sont des gens, d'abord ce sont des artistes, ce sont très souvent des écrivains, des artistes. Je pense au nombre de poètes et d'écrivains que Freud a pu analyser. Et puis des bourgeoises ou des bourgeois qui pouvaient se poser des questions existentielles, qui en avaient les moyens, qui ne travaillaient pas forcément, qui avaient des fortunes, Et donc il y avait ce temps comme ça d'interrogation sur soi. C'est probablement un des moments les plus fascinants, et c'est là qu'il y a eu probablement les plus belles réussites, c'est-à-dire l'interrogation sur soi, qui a des effets de remaniement de son existence. C'est ça la cure analytique classique. Mais évidemment, c'est plus du tout comme ça aujourd'hui dans une société comme la nôtre. Pourquoi ? Parce que la demande n'est plus du tout la même. Les gens viennent avec des symptômes très précis, des demandes très précises, et même avec les réglementations, des interrogations en combien de séances, combien de temps, combien ça va durer, Et c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, puisqu'il n'y a pas de protocole.
Et qu'en plus, ça dépend aussi de l'empathie, du transfert, de ce qu'on va pouvoir faire, de la possibilité pour le sujet de se donner le temps de. Et je parlais tout à l'heure du fait que les cures ont augmenté en durée de façon effroyable. Moi, je suis beaucoup plus favorable à des cures beaucoup plus courtes, si on pouvait les faire. Mais le problème aussi, c'est que quand ça durait 6 mois, en 1920, c'est qu'il y avait des gens qui pouvaient venir tous les jours 1 heure pendant 6 mois faire une analyse. Aujourd'hui, c'est une chose absolument impossible. Et donc le temps est d'autant plus long qu'on ne peut pas y consacrer une tranche de temps très particulier et que ça vient dans la vie. Et c'est ça ce qu'on appelle évidemment les cures longues. L'idéal serait de pouvoir les faire beaucoup plus vite. Moi, je pense que c'est possible. Bon. Et puis, évidemment, dernier point, le problème de ce qu'on appelle, alors plus largement les psychothérapies et les cures psychiques, pas seulement la psychanalyse, c'est qu'elles n'ont plus cours dans la psychiatrie, c'est-à-dire aujourd'hui, et de moins en moins dans les dépressions. Pourquoi ? Parce que ça a été remplacé par les substances chimiques qui ont donné un espoir considérable. J'ajoute que l'idéal, ce serait et les substances psychiques et les substances chimiques et l'approche environnementale et l'approche, les trois, et l'approche psychique, que ça c'est irréalisable pratiquement aujourd'hui pour des tas de raisons, mais que les traitements médicamenteux dans le domaine de la psychiatrie, alors contrairement à la médecine, n'ont pas fait progresser d'un iota l'approche de la folie. Ça a transformé les patients autrement. Au lieu de l'asile, c'est l'asile chimique. Mais ça n'a pas guéri, ça a aidé, ça a soigné un petit peu, ça a évité des états d'agitation. Mais je pense que ces états, c'est aussi parce que la société ne supporte plus d'avoir des fous comme on en avait autrefois. Puisqu'on est passé de l'enfermement asilaire à l'enfermement médicamenteux, moyennant quoi ils peuvent faire des choses, ils ne sont pas enfermés, mais il n'empêche que du point de vue de l'histoire des sciences, on n'a pas de guérison. Dans le débat d'avant, Franck Nouchi posait la question de savoir ce qu'on pouvait attendre des médecines traditionnelles africaines. Et je ferai quand même cette remarque. Plus on va vers la science, moins il y a de sujets et moins il y a de paroles, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est des protocoles, et moins on a de scientificité de la médecine, plus on a un effet par la parole. Autrement dit, plus on progresse vers la science, moins il y a de thérapie par la parole. Et alors, mais comme il en faut, elle se détache de la médecine. Et ça, c'est assez ennuyeux. Autant je pense que les thérapeutes de l'âme et les psychanalystes sont absolument pas nécessaire qu'ils soient médecins, bien entendu, du moment qu'ils aient une solide formation, mais il faut qu'ils connaissent la médecine. S'ils ne la connaissent pas du tout, alors c'est impossible parce qu'ils n'ont aucune notion du corps. Bon. Et en même temps, il faudrait en effet que du côté des médecins, on comprenne que la question de la parole du sujet malade est importante et que ce ne soit pas simplement un ajout, le psychologue qui passe à l'hôpital pour demander aux patients alors comment ça va, comment vous supportez vos traitements, c'est quelque chose qu'il faudrait, ça ne va pas, on le sait. Bien. Je crois que Frédéric a eu une réaction, donc tout de suite je te donne la parole. Non, c'était juste sur un point précis où j'ai trouvé qu'Elisabeth Roudinesco dit quelque chose de très important, mais qui pourrait être contre-intuitif, et ça m'a beaucoup surpris, et ça, en fait, ça prolonge beaucoup, en fait, ça recoupe tout ce qui est venu ensuite. C'est quand vous avez dit que le médecin du corps, en quelque sorte, le technicien, était susceptible de se projeter dans son devenir mortel possible face au malade, alors que le psychanalyste ou le psychiatre se dirait plutôt « je ne serai jamais le malade ». Et j'aurais plutôt... Logiquement. Non, mais logiquement. Justement, il y avait un côté contre-intuitif, mais en réalité, c'est très profond, il me semble, parce que ça veut dire... Le côté contre-intuitif, c'est que très souvent, on dit justement, le technicien se vit dans une
asymétrie profonde avec le malade, parce qu'il, lui, est compétent, il a le pouvoir, et c'est aussi la critique du pouvoir médical, et le malade est vulnérable, faible devant lui, tandis que pour devenir psychanalyste, il faut avoir soi-même été psychanalysé, et donc avoir fait l'épreuve de sa fragilité existentielle, et donc d'être passé de l'autre côté de ce miroir-là. Et donc, d'une certaine façon, c'était contre-intuitif de dire là, c'est l'inverse, mais j'ai trouvé ça très profond, parce que ça veut dire qu'il y a ces deux types de soins, mais que les deux doivent avoir les deux pour être complets, comme vous l'avez dit très bien. Et donc, bon, alors c'est une vraie question. Il y a eu un colloque récemment intéressant sur l'idée qu'est-ce qu'un bon médecin. Mais le médecin du corps est aussi susceptible de se projeter psychiquement dans la relation avec son patient, qui est aussi un être de parole. Et donc, le soin complet est toujours les deux. Et de même, le psychanalyste ou le thérapeute n'est pas seulement dans une sorte d'empathie où lui-même se dirait « je suis aussi malade que vous », etc. Il est aussi dans une forme d'objectivation qui passe par la théorie, qui passe par une autre mode de conceptualisation, l'autre rationalité dont vous avez parlé, qui n'est pas la même, mais il est dans ce mixte. Il n'est pas, donc, en réalité, l'opposition radicale des deux, vous l'avez, je trouve, très très bien montré, est fausse. Il faut les distinguer. Ce sont deux types de soins très profondément distincts, mais néanmoins, dans toute pratique concrète et complète de soins, il y a les deux. Et j'ai trouvé très beau que vous disiez tout de suite spontanément le technicien se projette comme aussi mortel et malade que son patient allongé là, alors qu'en fait, on voit bien, et Jean-Philippe le rappelait aussi, que dans la situation hospitalière, souvent le manque d'hospitalité vient de là, c'est qu'il y a une barrière technique. Et la maladie crée une distance infranchissable, matérialisée par le pyjama de l'un, la blouse de l'autre, la nudité de l'un, la surtechnicisation de l'autre. Et au contraire, tout de suite, instantanément, on voit qu'il faut les deux. Et je crois que c'est très important parce que c'est la spécificité du soin humain. Je voudrais poser la même question en d'autres termes. Et sans doute, Jean-Philippe, ce serait bien que vous interveniez aussi presque en même temps, vous interpellant, peu importe, il n'y a pas de protocole. Il y a une phrase qui, évidemment, m'a fait tiquer. Tu as même dit qu'elle allait faire tiquer. Pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Ah non, mais je vais te poser la question. Quelle est la discipline où il n'y a pas de progrès ? Le mot progrès, comment on l'entend ? Non, mais on l'a bien entendu. Il est évident que la science, sa nature même, c'est de progresser. La discipline qui ne progresse pas s'appelle la philosophie. Voilà. Au sens où... Non, ne progresse pas au sens... Ne nous enlevez pas ça. Non, mais ça, au moins, gardez. On le garde. Mais je peux dire un mot. Logiquement... Attends ma question. Ça signifie tout simplement que si j'ai un problème de peau, je ne vais pas regarder un traité du XVIIe siècle, sinon j'en aurais partout des boutons. Mais si je parle du bonheur ou de la vertu ou du courage ou de l'ego transcendantal, je peux prendre un texte qui date d'un siècle, 2 siècles, 3 siècles, Épicure. Lévinas le disait en une phrase que tout le monde comprend. En philosophie, tous les livres sont ouverts en même temps sur ma table. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour la science. Donc, du coup, si la psychanalyse ne progresse pas, ça signifie qu'elle se rapproche encore plus de la philosophie en s'éloignant de la science. Or, tu as dit tout de suite après, c'est là que je vois une contradiction, que les patients qui viennent vous voir, eux, ils viennent vous voir avec une sorte d'espoir de rencontrer un médecin presque traditionnel, technique, scientifique, à qui ils proposent un symptôme et à qui ils disent « il faut nous l'enlever ». Donc, il y a un problème entre les deux. Alors, tu as raison sur le plan théorique et historique. D'ailleurs, la psychanalyse est tout simplement l'héritière des philosophies du sujet. Ça, on l'a dit, et bien entendu, logiquement pour son enseignement théorique, c'est beaucoup mieux d'être attaché, si c'était possible, à des départements de philosophie qu'à des départements de sciences. C'est une aberration. Mais attention, le psychanalyste est un philosophe qui doit connaître les sciences. De même que d'ailleurs, quand on avait des formations de philosophes dans l'entre-deux-guerres, on allait au certificat de psychopathologie. Il y avait un certificat de psychiatrie et c'était parfaitement logique. Autrement dit, la folie humaine et son approche faisaient partie des études de philosophie. Et d'ailleurs, je ne vais pas remonter jusqu'à l'Antiquité, les philosophes de l'Antiquité étaient évidemment des thérapeutes, hein, on le sait. Et d'autre part d'ailleurs, les psychanalystes formés de façon classique doivent avoir le bagage et de l'histoire des sciences et de
et de la philosophie pour fonctionner. Alors, maintenant, évidemment, la grande différence avec les philosophes, encore que je te ferai remarquer que le philosophe éducateur, il soigne quelque chose, hein, il s'adresse aussi à un élève. Alors, évidemment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, plus au tout début, ceux qui allaient se faire soigner par Freud, quand c'était des intellectuels ou des hommes de culture, ils allaient pour faire l'expérience de se connaître mieux eux-mêmes. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas des pathologies, beaucoup en avaient, mais derrière. Il y avait des pathologies. Il y avait d'ailleurs un nombre de pathologies tellement élevé dans la première société psychanalytique de Vienne que Freud a tenté de faire une petite épuration en 1906 en disant quand même on a trop de cinglés là maintenant dans notre société. Mais enfin, ce n'était pas la même chose. Hein. Bon. Alors, évidemment, aujourd'hui, où les affaires de santé et de soins psychiques, 5 millions de personnes hein, en France sont atteintes de troubles psychiques et mentaux. 5 millions de personnes, c'est énorme. Alors, quand ça devient une affaire de masse, évidemment que les patients, eux, l'interrogation qu'ils ont, c'est cette efficacité, il faut soigner nos symptômes, etc. Et c'est pour ça que la psychanalyse est devenue tout simplement une affaire de psychologues, techniciens et de psychothérapeutes qui répondent à ce symptôme. Mais moi, j'ai rien contre, hein, du moment qu'ils sont bons. Mais du moment surtout qu'ils savent quoi dire à ce patient qui va venir leur dire « vous m'enlevez le symptôme ». Ça, on ne peut pas répondre « on va vous enlever ça ». Ça va venir, vous allez vous modifier, vous allez avoir une guérison, vous allez peut-être aller beaucoup mieux avec ce symptôme-là, mais on ne peut pas dire tout de suite « voilà, j'ai la thérapie et le médicament qui va vous l'enlever ». Voilà. D'accord. Alors, Jean-Philippe, il faut prendre au bon. Est-ce que dans l'hôpital ou dans le lieu de la médecine tel qu'on l'entend classiquement, est-ce qu'il y a un mouvement inverse, c'est-à-dire une réintégration dans le rapport médecin-patient d'une parole qui serait presque métaphoriquement comparable à l'idée qu'aujourd'hui, jadis en philosophie, on avait des certificats de psychiatrie, d'histoire des sciences. Aujourd'hui, dans les études psychiatriques, si je ne me trompe pas, ou médicales, tout simplement, ont été introduites des heures d'enseignement philosophique, comme s'il y avait un truc inverse. Donc, est-ce qu'à l'hôpital, il y a un plus grand souci, au sens de sorgue, comme le disait tout à l'heure. Ça, ce sera un progrès. Là, ce sera un vrai progrès. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, pour répondre à la question, je voudrais relier la question de la vérité et celle de la parole, comme ça a été déjà un peu déployé. C'est-à-dire que il y a ce souci toujours de dire la vérité aux malades. Et donc, pour resituer cette question de la tension dont je parlais tout à l'heure, on voit bien qu'il y a une tension ici entre vérité, de science et vérité d'existence, entre le souci en fait d'avoir la possibilité d'inscrire finalement une histoire dans le langage de la vérification des sciences expérimentales. Dites-moi ce que j'ai. Alors qu'en même temps, il est aussi question en fait d'une vérité d'existence, c'est-à-dire de quoi est-il question dans et pour mon histoire. Donc c'est la question en fait du malade sous la maladie. Et donc je trouvais intéressant que effectivement quand vous avez fini votre exposé tout à l'heure, cette idée que plus il y a la science, moins il y a le sujet, où va la parole. Où va la parole? Et donc la question du ailleurs qui est en question. Et donc effectivement là-dessus, je dirais, quand on dit parole, moi, en vous écoutant, je pensais à Merleau-Ponty qui fait cette différence entre ce qu'il appelle la parole parlante et la parole parlée. Et il y a beaucoup de paroles parlées, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est comment, finalement, autour de la vérité, en fait, de la maladie, ce qui est question, parfois, on peut voir le réduire au langage de la parole parlée, c'est-à-dire le langage le discours question-réponse. Discours question-réponse, et effectivement, on a des nosographies, on a un tableau clinique, on dit voilà ce qu'on a, voilà de quoi il est question. Là où, autour de la question de la parole parlante, on a un autre enjeu, la parole parlée, pardon. Ce qui est en jeu, c'est pas simplement effectivement se soumettre au souci de la vérification, mais c'est comment effectivement une histoire peut se dire.
Et à ce moment-là, on répond plus, effectivement, et on répond à autre chose qu'à une question. Quand on dit dire la vérité aux malades, on répond à un appel. Et c'est Paul Ricoeur qui dit ça, je trouve très très justement. On ne répond pas, dit-il, à un appel comme on répond à une question. Et donc, à partir de là, c'est là que je prolonge. Donc, j'en viens à la question de Robert. Ce que ça interroge, c'est effectivement comment, dans nos institutions soignantes aujourd'hui, à quoi assiste-t-on ? Alors, il y a les problèmes de formation. Effectivement, comment forme-t-on en fait les soignants au sens très très large. Bon. On reparlera peut-être sur cet aspect de formation, mais puisque la question elle porte sur l'intérieur des institutions, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est lié aussi à l'histoire d'un certain nombre de pathologies depuis 20 ans, 25 ans. C'est comment à la fois on assiste à une partition entre des techniciens du soin et puis de l'autre ceux qui justement ne formuleraient pas en fait leur intervention de langage de la technique. Et c'est-à-dire qu'en fait comment on voit apparaître quand même dans le champ des institutions soignantes tout un type de population jusque-là un peu inédite. Je prendrai deux exemples. Le premier, c'est l'ensemble en fait de ces mouvements de collectifs de malades, donc d'associations de malades, qui, à leur manière, veulent finalement restituer la possibilité de la parole dans les dispositifs de soins. Et puis le second exemple que je voudrais prendre, il est une autre manière aussi de parole retrouvée. Alors on peut la trouver, trop rapidement conflictuelle, mais je trouve qu'elle est quand même pas négligée. C'est la parole en fait du sujet de droit. Sous le sujet de la plainte ou de la maladie. D'une certaine façon, on a, pour une part c'est fantasmatique, mais ça n'est pas complètement, ce qu'on appelle aujourd'hui souvent judiciarisation de la part en fait des soignés eu égard en fait à des protocoles ou des parcours de soins qui n'auraient pas été complètement entre guillemets dans les clous. On a donc cet appel au droit. La question qu'on peut au moins formuler, au moins sur le mode hypothétique, c'est quand il y a perte du vis-à-vis, quand on a l'impression effectivement que la parole, on ne sait plus où elle va, ou en ces cas, on ne sait plus à qui l'adresser, de cette façon, où va la plainte et peut-être qu'une manière en fait de faire entendre sa plainte, c'est de la porter. Et je pense que ce n'est pas qu'un jeu de mots, que de dire que le porter plainte, il est pour les institutions en fait soignantes une manière de restitution ou de rééquilibrage de la possibilité du vis-à-vis dans des institutions qui, pour une part, parfois en fait le perdent. Donc ce sont deux réponses. Je laisse de côté l'aspect de la formation, non pas qu'il soit secondaire, je crois qu'il est au contraire essentiel, mais Ouais. Enfin, je pense que nombreux seraient quand même les témoignages de ceux qui, à l'hôpital, ont vécu une expérience, non pas simplement de ne pas se trouver en vis-à-vis, mais je dirais d'être carrément dévisagé, c'est-à-dire auquel on a ôté le visage. Lorsque les traitements, l'autre est réduit carrément par un technicien à n'être plus qu'un corps ambulant, et c'est pas par hasard qu'on dit ça, sans nom, il a dû vous arriver, moi ça m'est arrivé d'arrêter l'anesthésiste et de lui dire mais vous appelez qui, vous appelez comment? Moi je me suis présenté, présentez-vous, parce que sinon j'étais dans un couloir et elle passait, prenait tout sans... On m'a enlevé le nom, comme on a enlevé le visage au sens de Lévinas, au sens où effectivement on dévisage pour lui ôter la notion même de sujet humain. Donc ces problèmes, je pense qu'il est difficile de dire qu'ils sont tous éliminés, et je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire effectivement là-dessus. Sinon, on ne se trouve même pas dans une situation de vis-à-vis, mais bien pire. Je pense que tous ceux qui ont fréquenté les hôpitaux, quels que soient les hôpitaux, se plaignent de ça. On le dit en langage simple, je ne suis plus qu'un numéro, mais on y fait d'autres expériences qui peuvent être aussi intéressantes, et notamment l'expérience de l'attente, c'est-à-dire une expérience fructueuse du rapport au temps, parce que l'attente peut être aussi créative. Enfin, là, c'est ironique ce que je dis. Frédéric, tu veux intervenir, je pense, là-dessus?
Juste pour dire qu'effectivement, toute relation de soins est non seulement physique et psychique, mais sociale et politique. Et c'est vrai à l'hôpital, qui est une institution sociale et politique, où il y va de la liberté et de l'égalité, hein, donc de se voir reconnaître comme un sujet et un citoyen, et aussi d'ailleurs avec cette question de l'égalité, c'est-à-dire qui ne veut pas dire d'ailleurs, à mon avis, une sorte de... Parce que souvent on prend les citoyens pour des minimum pour des naïfs, en disant voilà, ils veulent tout de suite, on les prend pour des enfants qui veulent... Non, mais je pense que chaque sujet malade veut en effet une répartition équitable des soins, un accès juste aux soins, et doit être traité aussi de cette façon-là. Et donc le visage, il est à la fois individuel dans l'abus de pouvoir, mais il est aussi collectif, et je pense véritablement qu'on est déchiré par des pulsions morales, y compris internes, négatives. On veut passer avant tous les autres, on veut être soigné mieux que tout le monde, on veut tout de suite, on ne veut pas être malade, ce qui est normal, et on veut être soigné parfaitement, et en même temps, on veut aussi être soigné de façon juste, et c'est là aussi le discours, il disait qu'il y a un lien entre vos deux points de vue, effectivement, c'est que le social et le politique passent aussi par le discours, par le fait que l'institution et la cité nous expliquent que le soin est réparti de façon juste, équitable et acceptable par tous, même s'il n'est pas idéal, et d'une certaine façon, cet idéal d'un soin parfait, d'ailleurs, est peut-être dangereux à plein d'égards. Donc cette question morale et politique, je crois qu'elle est fondamentale. Et là aussi, ce serait une extension avec une distinction. Je crois que la solidarité, la justice font partie du soin, et ne sont pas du tout des dimensions secondaires. C'est-à-dire que si on dit l'important c'est la technique, puis après on verra s'il y a la justice, non. Je pense que ça fait partie du soin précisément parce que l'homme est un sujet non seulement physique, mais psychique et moral et politique. Et donc il ne s'agit pas de confondre ces dimensions du soin, mais sans une, on est mutilé. Si on nous dit, voilà, de quoi vous plaignez-vous, vous êtes guéri. C'est une violence. Ce qui fait se rejoindre ces quatre coins politiques, juridiques, il y a toujours des carrés quelque part. Oui, moi aussi, je crois que ce qui fait le commun dénominateur, c'est la parole quand même. Je veux dire, parce que quand on ôte la parole au sujet politique, au sujet juridique, on lui ôte toute possibilité d'action. Je crois aussi que là encore, par rapport à l'hospitalité que devrait représenter l'hôpital, c'est-à-dire l'accueil de la parole de l'autre, on s'aperçoit qu'il y a encore un certain nombre de progrès, de nombreux progrès à faire, puisque là où le patient se sent surtout nié, c'est qu'il n'a pas la parole. Non seulement il n'a pas la parole, mais il n'est même pas celui qui reçoit la parole. Puisqu'aujourd'hui, je crois que là-dessus, les médecins devraient réfléchir sur cette question de... Quand un philosophe, un sociologue commence à parler un jargon, on l'arrête tout de suite. On lui dit arrête, qu'est-ce que tu vas nous casser les pieds avec le transcendantal? Un médecin, non. Un médecin, il vous envoie un compte-rendu écrit dans un charabia incompréhensible, ce qui est une manière d'établir le mutisme effectivement. Donc on se trouve devant un patient qui est couché, muet, sans parole, sans visage. Ça fait beaucoup. Donc, alors que, et là Elisabeth, peut-être tu peux reprendre, alors que jamais dans une situation d'accueil analytique ou psychologique, il y a la négation de la parole. Enfin, j'espère que non. Il y a des charlatans en psychanalyse qui vous accueillent, qui vous gardent 5 minutes et qui ne vous parlent pas. D'accord. Alors, la vraie... oui. Ça, c'est charlatan. Mais la question, alors là, je vais la retourner peut-être un tout petit peu autrement. C'est très intéressant aussi d'étudier, que ce soit dans ce domaine-là, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Pourquoi les gens y vont? C'est-à-dire, j'ai vu, moi, des psychanalystes, d'authentiques charlatans, hein, mais les patients y vont, continuent à y aller parce que, précisément, pas tous, mais enfin, il y en a beaucoup. C'est ça la vraie question. Pourquoi y vont-ils? Ce qui veut dire que les ressorts quand même du transfert font qu'il y a aussi des patients qui cherchent à être détruits. Ça existe aussi, on ne le dit pas assez dans le domaine de l'analyse. Parce que la vraie question, c'est pourquoi les patients restent? Et qui ensuite ils viennent dire à un autre, mais je suis resté... Combien j'ai vu ça? Je suis resté 5 ans avec quelqu'un qui ne me parlait pas, qui restait 5 minutes, qui téléphonait pendant les séances. 5 ans, je dis, mais pourquoi? Je croyais que c'était ça. Donc non, là, il y a quelque chose aussi qu'on est obligé d'interroger. Non, monsieur, si vous êtes resté 5 ans, ça vient aussi de vous, parce qu'il y en a qui partent au bout de 3 fois. Bon. Voilà. Alors, pour rebondir quand même sur ce que tu disais du charabia médical, certes, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, comme la médecine étant plus une science,
le patient, il est là, il ne comprend pas bien, et surtout que c'est devenu très technique. En effet, on fait rentrer un patient dans un protocole, je parle de traitement lourd, et là, évidemment, c'est pas, lui, il ne peut pas avoir la notion de rationalité qui fait qu'il peut contester le nombre de séances de radiothérapie, etc. Il ne peut pas le contester, parce que là, il y a la science et la technique. Mais en revanche, et on le sait très bien, on peut faire parler intelligemment un bon médecin. Même s'il n'a pas envie de parler et qu'on est devant quelqu'un, on peut lui dire « Attendez, maintenant vous allez m'expliquer en langage normal exactement ce que j'ai. » Bien. À cet égard, les lois de 2002 qui obligent à dire la vérité, parce que quand même pendant des années on mentait. On mentait, mais vraiment. J'ai connu moi une époque où des gens avaient des cancers et on leur disait vous avez autre chose et on mettait une autre maladie à la place. Bon, aujourd'hui il y a le consentement éclairé au traitement et il y a l'obligation de dire ce qu'on a. Mais on s'est aperçu aussi que tous les patients à qui on disait ce qu'ils avaient, la moitié, ils ne comprenaient même pas ce qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils continuaient à bien qu'on leur dise la vérité, à ne pas la connaître. Et du coup, quand on leur demande « Tu as quoi? Tu as été soigné? Pourquoi ?» Ils racontent une histoire à eux, qui se sont fabriqués, alors qu'ils ont signé le consentement éclairé, qu'ils ont été informés. Bon. Donc ça donne quand même une dimension, c'est pour retourner la chose, hein, le pouvoir médical ou le pouvoir du soignant sur le patient, c'est quand même quelque chose à deux. Hein, bon. Et à cet égard, un médecin n'entend pas du tout il ne doit pas écouter la même chose qu'un psychanalyste. Je pense qu'un médecin, s'il est trop envahi par l'angoisse du patient, il ne va pas faire le bon diagnostic. Hein. Donc, par moment, il faut qu'il s'abstrait de ça. Et ça me paraît assez important. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, dans les institutions, beaucoup de médecins délèguent aux psychologues le soin de s'occuper de l'angoisse, parce que c'est pas possible à gérer. On ne peut pas à la fois opérer quelqu'un, prendre son angoisse sur soi, et c'est pour ça qu'on peut se trouver dans des situations où l'anesthésiste ne dira rien, tu ne sauras pas qui c'est, etc., parce qu'il est concentré aussi sur la réussite de son acte. Jean-Philippe, d'accord là-dessus, ou des précisions ou des... En fait, oui, je suis d'accord. En fait, je me disais, moi, que devient en fait la parole des soignants et en l'occurrence la parole des médecins, c'est qu'elle est aussi pour une part libre à confisquer, mais c'est-à-dire que il fut un temps où pour être médecin, un des critères décisifs de formation, c'était la rhétorique. Aujourd'hui, notre nouvelle rhétorique, ce sont les mathématiques. Donc ça rejoint peut-être finalement la question de tout à l'heure, c'est-à-dire quel type finalement de prérequis et quel type d'intelligence sollicite-t-on, je veux dire chez ceux ou chez celui ou celle en fait dont on demande en fait qu'il soit un bon clinicien. Et je crois que la difficulté, c'est effectivement des mixages de rationalité. Hein, en tout cas, c'est une articulation entre deux types d'écoute. Hein, c'est ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que on soigne des vivants qui sont en même temps des existants, c'est-à-dire des sujets. Autrement dit, il ne suffit pas d'une approche mathématico-biologique pour prendre en compte en fait une biographie. Donc, autrement dit, le langage en fait de l'approche empirico-analytique, dirait-on, en tout cas l'approche, d'une culture en fait du décodage des signes, elle est nécessaire, bien évidemment, mais elle est insuffisante parce il s'agit effectivement de prendre en compte, je le redis, un sujet et une histoire. Autrement dit, la rationalité biomédicale, elle oscille en permanence. Justement entre la tendance à se scientifiser, à s'objectiver, à se naturaliser, et donc à aller du côté en fait des sciences de la nature et donc chercher l'objet sous le sujet, si je puis dire. Mais en même temps, elle est, parce qu'il y a effectivement des sujets, il y a toute la question en fait de l'écoute, de l'interprétation, non plus du décodage, mais du déchiffrage, si l'on peut dire. C'est que la recherche, en fait, pour moi, c'est toute la difficulté de qu'est-ce qui domine dans notre conception de ce qui fait signe dans l'interprétation des signes cliniques. Qu'est-ce qu'un signe clinique? Alors, on pourrait dire que pour éviter l'ambiguïté, pour éviter le risque, parce qu'il ne faut pas le perdre de vue, le régime d'interprétation dans le champ médical est un régime en fait, qui est placé sous le risque vital. Hein. Donc ce régime d'interprétation, il a toujours tendance à vouloir aller du côté en fait de faire en sorte que les signes qu'on met au jour soient des signes univoques.
Être sûr qu'effectivement, c'est bien de ça dont il soit question. Alors, mais en même temps, cette univocité, parce qu'elle rejaillit, parce qu'elle retentit dans une histoire, dans une psyché, avec ses dynamiques contradictoires, j'ai beau avoir dit, voilà, c'est ça que vous avez, bien ça peut résonner et déraisonner, c'est-à-dire que ça produit de l'équivocité. Et je dirais, au fond, l'ambiguïté de la parole, aussi bien du côté des soignés que du côté des soignants, elle est autour de cette ambiguïté. Et peut-être qu'il y a aujourd'hui une souffrance soignante, qui est que parce qu'on veut prévenir les risques, on produise un type d'intelligence qui ne soit qu'une intelligence orientée du côté d'une intelligence en fait qui ne fasse que décoder et qui prive en ce sens-là effectivement les soignants de la parole. D'accord. Je vais tout de suite passer la parole à notre grand témoin, donc qui est le docteur Pierre Fourneret, qui est ici présent au premier rang, qui est pédopsychiatre, je crois, et qui peut-être aura des arguments convaincants ou des questions, je ne sais pas. Donc je vous passe la parole. Il faut appuyer sur mic. Il est fort. Ça y est. Ah voilà, c'est rouge. Oui, bonsoir à tous, mais aussi merci donc aux organisateurs de cette soirée de m'avoir donné donc l'occasion de pouvoir vous entendre et j'en suis ravi. Alors c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent, je vais simplement situer donc ma pratique. Je suis effectivement médecin, urgentiste, hospitalier et accessoirement psychothérapeute puisque je prends en charge effectivement des enfants dans un service dit de pédopsychiatrie. Alors, je vais revenir un petit peu sur le propos effectivement de Mme Brunisko parce que je pense que c'est fondamental ce qu'elle a évoqué au sens où on voit bien et je le mesure quotidiennement et à vous entendre combien le médecin n'est pas un scientifique et on voit bien qu'on s'appuie sur des savoirs scientifiques mais que notre pratique, puisqu'on est quand même essentiellement effectivement donc des praticiens, doit pouvoir aussi conjuguer des aspects effectivement donc de l'histoire du sujet, du récit, de la temporalité, et en quoi, dans la formation de nos esprits dits effectivement médicaux, la question des sciences humaines est probablement importante et fondamentale, et peut-être un peu trop effectivement sous-estimée aujourd'hui, probablement par la fascination effectivement donc des biomédecines et effectivement donc du médicament, du pharmacone qui, vous le savez, est quand même principalement un poison au départ dans l'étymologie effectivement donc latine. Alors, juste, moi, je retiendrai effectivement donc trois choses qui ont fait un petit peu écho. J'ai été très sensible effectivement donc à l'intervention de M. Worm sur la question effectivement donc du soin dans sa dynamique aussi positive et à quel point nous, on peut être confrontés à ça. Alors, je vais retraduire un petit peu ça dans une trajectoire un peu linéaire. On voit bien effectivement comment la maladie renvoie le sujet dans sa temporalité, mais une temporalité qui renvoie le sujet sur lui-même en permanence, à son expérience, à sa souffrance, et combien, en tant que praticien, on est pris dans un temps, j'ai envie de dire, linéaire et dans une trajectoire sur laquelle il faut pouvoir amener le patient. Là où je ferai un petit peu donc une première interrogation pour M. Worm, c'est les médecins, effectivement, ont besoin de temps. Et c'est vrai que nos institutions, parfois, ne nous le donnent pas suffisamment, parce qu'on est malheureusement soumis aux logiques aussi productivistes, d'efficacité, et que l'efficacité, si on peut la mesurer et si on peut la quantifier dans un soin technique, ça ne veut pas forcément dire que c'est un soin qui sera pertinent d'un point de vue humain, puisque, vous l'avez très bien dit, il y a la question du sens. Et quel est effectivement donc le sens qu'on peut dégager du soin? Ça ne va pas se limiter uniquement, effectivement, donc à l'aspect de médicaments qu'on va donner, ça ne va pas uniquement être les protocoles, ça va être effectivement comment on va accompagner le patient effectivement donc dans l'acceptation. Donc premier élément, et on serait ravis d'avoir des philosophes à la rigueur qui viendraient soutenir le discours médical aujourd'hui parce que il y a un certain malaise effectivement dans la profession par rapport à cette logique que vous savez qu'on appelle la tarification de l'activité et où on nous effectivement propose ce qu'on appelle des groupements homogènes de patients qu'on doit prendre en charge dans un temps donné et au-delà du temps donné, le service, l'activité du service est, j'ai envie de dire malheureusement donc diminuée. Donc comment effectivement donc concilier la réflexion que vous menez qui pourrait peut-être éclairer aussi les personnes de nos ministères pour
bien pointé effectivement donc cette logique. Donc ça, c'est la notion effectivement du temps. Après, je rebondirai sur la notion d'espace, et là, c'est plutôt vers Monsieur effectivement Pierron, dans la mesure où on voit bien comment l'espace hospitalier aujourd'hui est un petit peu clos sur lui-même, et combien peut-être il faudrait trouver d'autres espaces intermédiaires pour peut-être aussi prendre en charge mieux. Et je fais notamment référence à la question de la fin de vie, où je verrais même tendance à la question du début de la vie, les maisons effectivement de la naissance. Pour vous donner une illustration, à l'hôpital Femme-Mère-Enfant où j'interviens, 4000 accouchements an, la durée moyenne de séjour des mères qui sortent effectivement de couche est passée de 10 jours il y a 10 ans à 48 heures aujourd'hui. Donc, beaucoup de mamans qui ne sont pas souffrantes sont reprojetées effectivement dans le milieu d'origine à un moment donné où probablement elles auraient besoin d'une attention, elles auraient besoin d'une écoute, et que face effectivement à ce bébé, parfois un peu démuni, il y a des choses effectivement qui précipitent effectivement ces mères vers ça. Donc, comment là aussi, votre travail pourrait peut-être aussi nous aider à réfléchir sur des espaces intermédiaires, interstitiels, qui ouvrent aussi un peu l'hôpital sur la société, sans l'enfermer, parce que là je reviens aussi sur la question du politique avec M. Worms. Je prends en charge des adolescents qui sont des adolescents qui ont des troubles du comportement et qu'on voudrait nécessairement psychiatriser, à défaut de pouvoir les prendre en charge peut-être dans d'autres espaces et d'autres temps où la question de la crise adolescente pourrait peut-être effectivement se faire et se maturer comme un événement de vie fécond et pas comme quelque chose sur lequel on enfermerait l'adolescent. Et trop souvent aujourd'hui, on nous propose comme réponse les centres d'éducation fermés, les centres d'éducation renforcés, où là aussi la question effectivement de la temporalité et la question de la maturation effectivement est pas toujours pris en compte. Et Dieu sait que je respecte le travail qui est fait dans cette institution parce que je crois que c'est remarquable. Donc voilà, les premiers éléments, effectivement, c'est le temps, oui, l'espace, oui, je suis très sensible à ça, mais comment vos positions peuvent venir effectivement éclairer nos pratiques et comment ça peut être fait. Alors après, le deuxième aspect, c'est sur les propos de Madame Rodinesco. Vous avez bien dit, effectivement, et ça je suis parfaitement d'accord, qu'en tant que médecin, on a soigné, on a accompagné pendant des centaines de siècles avant de pouvoir guérir. Et que cette question effectivement du soin, vous le déclinez à travers la psychothérapie. Là où je suis peut-être un peu plus critique, je pense que la psychothérapie fait des progrès et qu'aujourd'hui, il y a effectivement donc des outils, alors peut-être qui sont critiquables, il ne faut pas être là aussi fasciné par ces fameuses images de cerveau en activité, mais qui montrent que les effets de parole ont une activité sur l'appareil mental au sens organiques et physiologiques, et viennent au contraire, je pense aujourd'hui, apporter du crédit aux actes psychothérapeutiques, quelle que soit, j'ai envie de dire, la nature, en tout cas aux actes de parole, qui peuvent être parfaitement complémentaires, effectivement, donc au traitement pharmacologique tel qu'on peut les proposer dans certains soins psychiques. Voilà un petit peu les associations, effectivement, donc d'idées que j'ai fait, mais c'est vrai que la question, effectivement, de la parole qui est maintenant donc donnée, parce que voilà, la souffrance, beaucoup de nos confrères ne veulent pas ou ne peuvent pas effectivement la porter, faute de temps. Et vite, on demande effectivement aux psychiatres ou aux psychiatres de liaison, c'est le nouveau terme technique à l'hôpital, d'être un peu les pompiers de l'âme, d'être les pompiers de la souffrance et de devoir intervenir effectivement pour prendre en charge des choses dont on pense, nous, qu'elles pourraient effectivement être prises en charge par des médecins bien formés. Merci pour cette intervention si claire et si pertinente. Mais là, tous les trois ont été interpellés. Je voudrais dire un mot sur le progrès. Elisabeth. Soyons clairs, quand j'ai parlé d'absence de progrès, ce qu'il y a, là où il y a des progrès, c'est qu'on sait maintenant que l'approche par la parole est importante. Ça, on le sait essentiellement depuis la fin du XIXe siècle, avec la manière dont ça a été théorisé par Freud et puis par les psychothérapeutes. Quand je disais qu'il n'y avait pas de progrès, c'est pas dans ce sens-là. C'est qu'il n'y a pas de progrès au sens des sciences. C'est plutôt comme la philosophie. On remanie toujours la même chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on revient aux textes fondamentaux. Et quand on se sépare des textes fondamentaux, même dans le domaine de la psychiatrie disparaît. Aujourd'hui, si vous appliquez que le DSM, que ce soit en pédopsychiatrie ou ailleurs, vous n'avez plus de psychiatrie. Pourquoi ? Parce qu'on a fait disparaître l'existentiel. Donc, c'est là où je disais, on ne peut pas parler de progrès dans les approches psychiques comme on en parle en médecine. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, le progrès, c'est que maintenant on sait que c'est important, la question de la parole. Ça, c'est un progrès. Mais
vous voyez la différence. Mais on ne fait que de reparler de la même chose. Hein. Oui, donc sur la question de la spatialité, en fait, votre question elle nous fait retrouver ce par quoi, en fait, Robert Majori a ouvert finalement notre discussion, c'est-à-dire qu'une réflexion sur l'oikos et finalement donc sur l'habité. Hein, donc ce qui est en question de cette façon, c'est comment permettre à chacun, à chacune malade de trouver un coin où habiter et en sécurité de cette façon. Et donc en raison de cette tension que je faisais apparaître tout à l'heure entre à la fois le souci éthique du prendre soin et l'institutionnalisation en fait de se prendre soin, mais justement dans la volonté de maîtrise et du faire des soins, on voit bien que les problématiques spatiales, elles sont intéressantes parce qu'elles sont le lieu de tension de ces deux logiques, si l'on peut dire. Hein. C'est-à-dire que c'est une tension entre un espace qui pourrait être suffisamment sécurisant pour pouvoir porter le soin, et en même temps, parce qu'il y a du risque, parce qu'il y a danger, parce qu'il y a le souci du contrôle, de la maîtrise, eh bien, une volonté de rabattre les logiques spatiales sur des logiques en fait de la sécurisation. Hein. Et donc, je retraduisais enfin votre question, c'est effectivement comment penser des espaces qui, tout en étant sécurisés, soient sécurisants. Hein. Ou pour le penser encore, ou le formuler autrement, je pense à des formules de Bachelard ici, c'est comment faire en sorte que nos demeures, puisque autour de l'habité, c'est de cela dont il est question, eh bien comment faire en sorte que nos demeures ne soient pas des mises en demeure, au sens qui nous arraisonne. Et donc, donc pour répondre à ces questions, ce que je trouve du point de vue, parce que la question est opérationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette manière pour aller dans ce sens. Moi, je trouve qu'il y a quand même là aussi du côté du travail en fait des architectes aujourd'hui associés au projet en fait des soignants, il y a des initiatives que je trouve assez heureuses. C'est-à-dire que si on faisait, on n'a pas le temps de le faire ici, mais si on faisait à la fois une histoire des architectures hospitalières, on verrait que dans leur déploiement, elles sont travaillées justement par ces deux rationalités à la fois analytiques, métriques et à la fois soucieuses en fait d'interprétation. Donc autrement dit entre l'hôpital qui divise un corps pour le segmenter par service spécialisé d'un côté, et puis ces unités dont vous avez parlé, l'unité soins palliatifs d'un côté, des unités mère-enfant. Bref, je trouve qu'il y a de l'inventivité architecturale, pas forcément toujours assez, pas toujours assez connue, mais donc ça interroge finalement comment les architectes sont associés finalement dans la constitution en fait des espaces du soin, au travail en fait des soignants et des soignés. Ou inversement, on pourrait poser la question à l'inverse, c'est-à-dire que finalement comment les soignés et les soignants on les associe, voire sont porteurs de projets et comment ils y sont vraiment dans les liens qu'ils peuvent avoir avec les architectes. Bon, c'est pour prendre cet exemple-là. Oui, merci brièvement sur le temps. Je pense que la question de la consultation que vous évoquez à travers la tarification à l'activité est centrale, mais ce n'est pas la seule. Elle est centrale et il y a une très grande violence dans la tarification à l'activité, violence qui est aussi dans le soupçon généralisé, le soupçon sur les patients de vouloir d'être un fardeau pour la société, et même sur les dépenses que les médecins engageraient de façon irresponsable, alors qu'en réalité, on sait très bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, que dans la question du soin, tout le monde sait qu'il y a des contraintes économiques, au sens aussi de l'oikos, sociales et politiques. Et donc, au fond, là aussi, il faut une parole responsable. Il y a une très grande violence. J'ai un très bon ami cancérologue et hématologue, ici même à Lyon, qui effectivement se voit normer chaque consultation, y compris celle de l'annonce du cancer. Comme si c'était quelque chose de banal, et là c'est un quart d'heure, comme pour n'importe quelle autre consultation. Donc là c'est un exemple, je trouve, il se fait réprimander, alors que lui-même perd du temps à rentrer lui-même, c'est les données de sa T2A, le soir dans son service. Donc c'est quand même en plus une perte de temps administrative, puisqu'il y a aussi une sorte de surcharge administrative engendrée par cette surveillance. Bon. Donc là c'est le premier point, mais c'est vrai que c'est central, et que c'est pas le seul, et c'est aussi, je pense, notre critique morale et politique sur le temps du soin intervient là
à sa manière, à sa mesure. Mais il y a deux autres choses. Il y a une chose qui ne relève pas du temps et des institutions à proprement parler, mais qui peut prendre un instant, c'est dans chaque parole médicale d'avoir ces deux langages dont on parlait. Le langage technique est nécessaire. Et même le fait de nommer techniquement le mal en question fait partie du soin, je pense, même si c'est quand on l'explique un peu. C'est-à-dire on dit le mot compliqué et puis on dit un peu ce que c'est, de même que si on nous dit ça n'est qu'une angine, on va déjà un peu mieux. Bon. Donc c'est important, mais cette parole subjective est fondamentale. Même quand on a tout le temps, on peut avoir 2 heures avec un médecin qui en effet ne dit rien de subjectif, ou bien, pour prendre un exemple dont on parlait tout à l'heure avec Franck Nouchy, il y a récemment une thèse d'un médecin urgentiste, une thèse de philosophie qui vient d'avoir le prix de thèse du Monde. Et c'est le docteur Pierre Valette qui dirige le service du SAMU d'Arras. Il explique que même quand il arrive en hélicoptère ou dans le camion des pompiers, en plus souvent accompagné par la police ou par la gendarmerie, donc il est un médecin d'État, d'urgence. Il n'a aucune, il est là juste pour orienter. Celui-là, il va dans l'hélico, celui-là, il reste là. C'est bon. Il a toujours besoin d'une seconde où il écarte tous les autres intervenants et il est un médecin avec un malade. Il a besoin d'une seconde, mais il la demande à chaque fois. Bon, et ça c'est l'instant minimal. Mais et la dernière élément que je voudrais dire, c'est qu'entre il y a la consultation comme temps, disons, emblématique, l'instant de l'urgence, et puis il y a aussi l'individualisation du soin tout au long de la vie, je dirais. Et cette question de l'individualisation est très importante. Aujourd'hui, le soin est éclaté. C'est vrai qu'il est éclaté entre le soin amoureux, parental, le soin technique, médical, social, politique, mais même le soin médical. On a 12 000 médecins et c'est prêt à être inévitable au long de la vie. Et cette individualisation est quand même très importante pour construire des sujets qui eux-mêmes sont des soignants, d'eux-mêmes et des autres. Et je pense donc qu'il faut penser ces différentes dimensions sur le terrain qui relève de l'économico-politique, ne pas céder, parce que c'est le dernier point que je voudrais dire, c'est évidemment que comme dans l'éducation, comme dans les relations de travail, le temps et l'argent qu'on croit perdre dans le temps subjectif, on le regagne. Il est évident que le sujet est bien soigné, en plus d'aller bien, contribue au progrès, alors pour le coup, de la société tout entière. Il y a un très beau texte de Winnicott sur la démocratie, qui est un texte qui dit que la démocratie s'appuie sur des sujets suffisamment bien soignés. C'est la condition d'une démocratie. Et ça rejoint une social-démocratie radicale, en réalité, pas du tout modérée. Tout à fait radicale, même, je dirais. D'accord, je crois que le temps est venu de donner la parole à la salle. S'il y a des questions à poser, comme ça on va tenter d'y répondre. Notre grand témoin pourra répondre également. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vois des mains là-bas. Bonsoir. Moi, je voulais faire 2 remarques. La première, c'était au sujet de ce que vous disiez, madame, quand vous disiez que le psychothérapeute ou le psychanalyste faisait moins l'analogie avec son patient que peut-être le somaticien. Moi je suis médecin et puis c'est vrai que le risque que j'ai la pathologie que présentent mes patients individuellement, il est infime. Parce qu'il y en a un qui a un cancer du pancréas, un autre qui a une entorse, enfin voilà. Donc cumulé, c'est sûr qu'un jour j'aurai une pathologie somatique, mais je ne peux pas forcément m'identifier à chacun des patients que je vois. En revanche, la prévalence de la dépression est quand même assez élevée dans la population générale. Et je pense que quand on est psychothérapeute ou psychiatre, on peut quand même craindre d'être un jour à la place du patient. Et compte tenu de la place que la société accorde à l'autonomie, de la place que cette autonomie prend dans la notion de personne aussi, c'est quelque chose de très très grave de souffrir d'une affection psychiatrique, ou même sans souffrir d'une psychopathologie, de traverser un épisode de dépression qui peut amener à l'arrêt du travail, avec une difficulté à prendre de l'initiative. Ça fait de soi une sorte de sous-personne. En tout cas, c'est parfois comme ça que sont considérés les gens qui sont dépressifs, par leur famille, par leur entourage. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus angoissant que l'idée de la mort ou de la maladie. Voilà, donc ça c'était une première remarque. Et la deuxième, c'était par rapport à la violence du soin. Donc moi je suis anesthésiste et c'est vrai que les anesthésistes prodiguent des soins qui sont extrêmement agressifs. Lorsqu'ils posent des voies centrales, des cathéters, enfin c'est voilà, moi je le dis parfois à mes patients, je suis obligée de leur faire mal pour leur faire du bien et j'en ai pleinement conscience. Par ailleurs, c'est aussi une discipline où il y a de la place pour la parole, puisqu'on fait aussi des actes sous hypnose.
et où on essaye d'écouter ses patients. Et je pense qu'on partage avec tous les autres médecins, chacun individuellement, l'envie de faire bien pour son patient. Et peut-être qu'il y a une chose qui aiderait aussi à aller vers un soin idéal, une chose qui n'appartient pas au médecin, quand bien même il se remet en question à chaque patient, avec chaque patient, c'est la place que prend ce patient-là, justement. Peut-être que toutes ces décennies de médecine paternaliste ne lui ont pas encore donné de modèle à lui pour s'exprimer et pour se faire entendre auprès de son médecin. Parfois, c'est difficile pour moi, quand je suis face à un patient, de savoir ce qu'il attend de moi. Je lui pose la question, mais la réponse, parfois, il n'y en a pas. Enfin, parfois, les gens sont vraiment très surpris qu'on leur pose cette question. Or, pour construire un soin qui soit de qualité, c'est vrai qu'on a aussi besoin d'avoir le regard du soigné sur sa propre maladie. On a dit à plusieurs reprises aujourd'hui à quel point la narration était importante, mais il faut pour ça que le soigné devienne vraiment acteur dans ce qui lui arrive et pas qu'il voit uniquement la maladie comme quelque chose d'extérieur à lui-même. Et ça, c'est des problèmes de société, que le médecin tout seul, je pense, ne peut pas résoudre. Et je suis assez contente quand je vois mes collègues sages-femmes qui font des projets de naissance avec les mamans, des choses comme ça. Je trouve que c'est très important que le patient prenne conscience que quand il chemine à travers la maladie, c'est pas juste quelque chose de moche et de difficile, mais que c'est aussi une richesse pour... D'accord. Est-ce que vous pourriez juste répéter la question que vous voulez poser à Mme Roudinesco ? La question, c'était... en fait... Comment est-ce que le patient, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour encourager le patient à devenir acteur dans le soin ? Comment est-ce que le médecin peut améliorer le soin quand il n'arrive pas finalement à communiquer avec son patient ? Voilà, c'est ça la question. Bon, Jean-Philippe, tu peux répondre. Voilà. Comment est-ce qu'on peut aider le patient à être acteur de soi ? C'est ça ? Acteur du soin. Voilà. Acteur du soin, oui. C'est une curieuse question. Il est forcément acteur du soin quand il vient voir un psy pour une cure. Il vient avec quelque chose de précis qui va se préciser d'ailleurs au cours de la cure, parce que ça peut être en effet une demande pas très claire, c'est pas forcément sur un symptôme, c'est sur un état, c'est souvent sur un état. Elle est anesthésiste, c'est en tant qu'anesthésiste qu'elle pose la question. Ah bon, parce que j'ai pas compris. Voilà. Donc la question c'est comment, en tant qu'anesthésiste, comment en tant qu'anesthésiste, on peut aider un patient à être acteur du soin. En tant qu'anesthésiste, alors que vous allez l'endormir. Philippe, tu veux répondre peut-être ? Mais faudrait, parce que j'ai pas bien compris ce que Madame voulait dire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut l'aider à être acteur du soin, mais en tant qu'anesthésiste ? Non, mais c'est en général en tant que somaticien. Bon, les anesthésistes font pas qu'endormir les patients. Mais bon, voilà. En tant que somaticien en général. D'accord. Bon, vous répondez. Voilà. D'accord. Parce qu'on a parlé beaucoup ce soir de laisser de la place à la narration, laisser le patient parler, mais en fait, souvent, le patient, quand on lui demande pourquoi il vient, il vous dit, voilà, je suis malade, mais c'est à vous de me dire. D'accord, ça y est, maintenant, on a à peu près... Voilà. En fait, cette question, elle est intéressante, y compris par son aspect embarrassant. C'est-à-dire qu'il y a tout ce vocabulaire en fait attaché en fait au soigné dans le contexte biomédical qui est centré autour de l'idée de compliance. Et donc, finalement, d'une certaine façon, un vocabulaire hérité du langage en fait industriel, faire en sorte que les matériaux en fait se prêtent à la forme qu'on veut leur imposer d'une certaine façon. Et il est remarquable en fait qu'il y a une certaine forme de discipline de soi qui consiste pour la façon que nous avons, nous, de raconter, d'élaborer et de prendre en charge la maladie. Eh bien, il y a une certaine façon, effectivement, de se conformer
au dispositif soignant pour faire en sorte que notre manière de présenter notre maladie soit effectivement présentable, compte tenu du contexte interprétatif qui s'est élaboré pour l'entendre, ou la prendre en charge. Donc, ce qui fait qu'on a une espèce de paradoxe, que ce soit, en vous entendant, que ce soit finalement le patient, le soignant, qui redemande au patient de dire mais comment pouvez-vous restaurez-vous comme sujet, soyez acteur du soin, donc c'est la question du soi retrouvé, si on peut dire, alors que le dispositif, d'une certaine façon, est fait pour que d'abord soit mise entre parenthèses, au moins du point de vue du modèle thérapeutique, soit mise entre parenthèses cette subjectivité pour pouvoir isoler ce qui, de cette histoire, serait objectivable. Donc c'est je dirais le fait que vous posiez la question à vos patients, c'est déjà ouvrir la possibilité de la parole. Ça relève de la seconde dont parlait Frédéric Worms il y a quelques instants, de ce point de vue. C'est la possibilité d'une fracture dans un dispositif qui, lui, cherche à les empêcher. Fracture de la parole. D'autres questions? S'il y a d'autres... je sais pas. Une dame là... Oui, moi je voulais revenir justement sur la parole et le récit. Tous, en effet, vous décrivez les bienfaits que peuvent apporter le récit et la parole pour un patient qui se retrouve hospitalisé. Mais moi, il me semble qu'à travers ça, il y a peut-être aussi la question de qu'est-ce que j'en fais de cette parole? C'est-à-dire, la parole, oui, mais il me semble qu'il y a aussi l'histoire d'un dialogue. Et le patient être reconnu, oui. Mais je crois que ce qui est important pour lui, c'est de se reconnaître dans l'autre. C'est-à-dire de se reconnaître aussi dans le soignant, de reconnaître l'humain. Il y a quelque chose comme ça d'une tension qui doit ou d'un dialogue, alors aussi bien par la parole que par le geste, qui va faire que le patient, à un moment donné, va se sentir accueilli, mais réellement accueilli, et chez lui dans le sens qu'il est, qu'il est un humain avec un autre humain, qu'ils ont ensemble à faire un chemin avec une maladie, et voilà. Mais c'est une histoire. Ils vont co-créer une histoire. Et je pense que c'est cette co-création qui est importante. C'est le c'est-à-dire on est deux, c'est une équipe. Et je crois que c'est parce qu'on peut parler, la parole, on peut parler. Le patient, il peut parler, mais s'il n'est pas entendu et si à un moment donné l'autre ne lui renvoie pas quelque chose de lui et ne le met pas justement... Je crois que ça se co-construit, voilà. Je crois que la guérison, c'est une co-construction et la parole, bien évidemment, est un atout très, très important pour ça. Oui, je crois que là, c'est même pas une question. Je crois qu'on peut vous donner raison et c'est un apport intéressant. Je voudrais juste vous citer une phrase de Lévinas parce qu'elle me vient à l'esprit, parce qu'elle me plaît. Parler à quelqu'un, c'est faire en sorte que ce quelqu'un soit, ne serait-ce qu'une seconde, la personne la plus importante du monde. Eh bien, parfois, quand on est obligé de se soumettre au temps de la cure, au temps du soin, on n'a pas cette parole-là. D'où, effectivement, un certain nombre de difficultés. Mais à partir de là, moi, je suis entièrement d'accord avec, évidemment, la construction. Il faut qu'il y ait une construction de parole. C'est pour ça que c'est un dialogue, justement. Mais ça n'arrive pas toujours, justement. Et moi, j'aurais voulu poser la question, effectivement, aux médecins, cette fois-ci, la retourner. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait davantage d'interaction langagière, de construction historique entre un patient et en face, j'ai envie de dire, un agent? Je veux bien faire une virgule là-dessus. Oui, vas-y. Mais avant vous vouliez répondre? Non, je ne veux pas m'intercaler. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux violences dans cette histoire de patient-acteur. Il y a une violence, j'allais dire, traditionnelle de l'institution du soin, qui est celle de faire du patient un objet qui n'intervient pas. Et puis aujourd'hui, il y a une violence inverse, qui est dans
l'incitation à faire du patient un acteur de son propre soin, au sens où ça peut devenir une injonction à la prise en charge, à la responsabilité. Donc le malade devient... Et l'éducation thérapeutique, parfois, va jusqu'à une forme de culpabilisation du patient. Et là, ça devient très compliqué. Et moi, je pense qu'il faut sortir aussi du modèle unique du soin médical. Il y a du soin parental et d'autres dimensions du soin. Et de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que la véritable parole n'est pas forcément tout ou rien, c'est-à-dire la parole de celui qui parle et de l'autre qui répond à propos de la relation. Je pense que ce dont le patient a besoin, c'est pas d'être aussi savant que le médecin et d'être acteur, au sens où aujourd'hui d'ailleurs beaucoup vont sur Internet, ce qui est un point très important d'ailleurs, là sur Doctissimo, etc. On n'a pas forcément besoin de parler de la relation de soins, mais de, en effet, se voir adresser comme un individu et pouvoir répondre à la première personne sur sa vie, comment ça va se passer dans la vie individuelle. Donc c'est pas forcément l'objet du soin qui fait la parole dans la relation de soin. C'est comme si on disait à des amis, pour être amis, vous devez tout le temps parler de l'amitié. Non, vous parlez aussi du temps qu'il fait, etc. Donc je crois que l'idée que le malade va devenir un sujet parlant, en parlant du soin, en général, de la technique médicale, en étant aussi compétent que le médecin, c'est une sorte de fuite en avant vers une sorte de... Bon, qui a des... Par contre, lui parler à lui, alors comme disait Robert, mais à lui personnellement, comment ça s'inscrit dans sa vie, comment va-t-il, hein, déjà, bonjour. Winnicott dit aussi que le premier rôle du médecin, c'est d'être là à l'heure, de parler, de dire bonjour monsieur, madame, un tel, Dupont, Durand. Hein. Ça, c'est fondamental. Et lui permettre aussi de connaître le nom du médecin, cette individualisation minimale. Et encore une fois, dans le soin parental, par exemple, il y a des gestes techniques, mais l'attachement se construit à travers des intonations, à travers une adresse du geste technique, le fait qu'on ne donne pas seulement le biberon mécaniquement, mais avec une chanson, avec ceci et cela. Donc c'est plus, je dirais, un accompagnement individualisant qu'une sorte d'objet nouveau. Voilà, parlez-nous de votre soin, comment prenez-vous votre maladie, dites-nous comment... Ça devient le questionnaire médical et on s'aperçoit que même l'éthique narrative, par exemple le récit, est beaucoup venu à l'hôpital, effectivement, mais il y a ce qu'on appelle aussi le récit d'établissement, un récit normé, c'est-à-dire, avez-vous apprécié le traitement, cocher des cases, d'où venez-vous, qui êtes-vous? Et en fait, c'est cette individualisation de la parole, pas forcément à travers une injonction d'être un acteur du soin comme tel, mais simplement d'être se soigner ici et maintenant avec ce soignant-là, même si c'est 5 minutes, même si c'est avec une énorme machine, j'allais dire d'imagerie nucléaire, prends un exemple. Bon. Bref, pardon. C'est très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Pour répondre à votre question, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a à la fois la question de la formation des futurs médecins et l'importance, à mon sens, de réinstaurer les humanités au sens classique du terme. Aujourd'hui, c'est vraiment une proportion congrue. C'est uniquement un exercice de sélection en première année de médecine. Et il faut absolument que la formation du futur médecin soit sensibilisée aux aspects épistémologiques, éthiques, déontologiques et philosophiques. Donc il y a effectivement une tendance aujourd'hui à essayer de renforcer l'enseignement des sciences humaines et sociales dans les parcours de médecine, mais il y a encore pas mal de choses effectivement donc à faire. Après, l'autre aspect, une fois le médecin... J'en ai informé, parce qu'après il y a la violence de la rencontre avec l'hôpital, c'est la question des groupes de pairs, c'est-à-dire donner aussi le temps aux médecins de pouvoir aussi se poser entre eux pour prendre du recul par rapport à leur pratique, quitte à inviter un psychologue, analyse de la pratique, ou un philosophe. Je fais référence bien entendu au groupe Baline que tout le monde connaît et qui étaient effectivement des groupes de supervision qui étaient tout à fait intéressants pour permettre effectivement donc de réinstaurer un peu une réflexion un peu plus large. Mais il y a une initiative lyonnaise qui, je crois, mais ça je parle sous réserve de Jean-Philippe Pierron, a fait un petit peu donc c'était en plus, c'était les blouses blanches. C'était, je crois, M. Dumont qui avait fait ça au Collège supérieur de philosophie, qui était un espace de réflexion et de dialogue proposé effectivement aux jeunes médecins, aux jeunes internes, qui était à mon sens très intéressant, très stimulant. Et je crois effectivement qu'il n'a pas pu effectivement perdurer, mais je crois que là, il y a des espaces de parole et des espaces de réflexion à recréer et à porter et à soutenir. Merci beaucoup. Je vais remercier mes invités, tous les trois, puis je vous remercie aussi. Donc j'espère que vous aurez pas le temps du soin tout de suite, mais au moins prenez soin du temps avant de prendre le temps du soin. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée.